Bonsoir, chers auditeurs. En ce mercredi 7 février 2018, vous êtes à l'écoute de l'émission Québec d'abord, en compagnie, évidemment, du très illustre M. Jean-Jacques Nantel. Rien de moins ce soir. J'envoie toutes mes munitions, M. Nantel, ce soir. Et bien sûr, votre animateur, Antoine Boucher-Paquette, moi-même. Monsieur, j'allais dire Jean-François Lisée. Waouh! Monsieur François Saint-Louis, lui-même à la console, pour nous accompagner en ce début d'émission. Bien sûr, il va se préparer pour vous, vous concocter ce fameux journal du soir. Donc, en compagnie de Max Bradette ce soir. Et voilà, tout à fait. Ça branche toujours quand Max Bradette est. Oui, je pense qu'il est quand même pas mal bon là-dessus. Hein. C'est pour ça qu'on l'aime, d'ailleurs. Alors, Monsieur Nantel... En passant, êtes-vous au courant les gars de la nouvelle hier à propos de Steve Fortin? Non, vous avez pas je n'en sais rien. Donc, Steve Fortin, qui collaborait à mon émission, le Journal du Soir, depuis quoi? Presque 2 ans. Mm-hmm. Il me lâche. Il me laisse. Pour une plus jeune? Pas mal, Antoine, pas mal. Non, il s'en va dans l'équipe des Spin Doctors du Journal de Montréal et du Journal de Québec, ce qui fait qu'il va avoir un auditoire assez considérable, pas mal plus considérable que radioinfocité.com. C'est une promotion, ça veut dire que c'est toi qui l'as poussé. Non, faut pas prendre crédit de tout ça, parce que il y avait son blog, Steve Fortin, qui a été vu à plus de 4 millions de fois, et puis il écrivait dans l'Huffington Post. Steve Fortin, qui était un gars, disons, qui s'assume de gauche, mais de gauche, un peu comme toi, Antoine, de gauche économique. Et c'est vraiment gauche économique, droite des valeurs. C'est un peu pour recadrer tout le monde est comme le ça, discours. c'est tout mélangé. Oui, mais Jean-Jacques, faut quand même, faut situer les gens un peu. Mais il voulait bien une fusion entre Québec solidaire et le PQ. Moi, je n'y croyais pas. Là. Moi aussi, je le voulais. Oui, mais tu y croyais-tu quand même? J'ai jamais cru à ça. J'ai toujours su que Québec solidaire, c'est de la foutaise. Non, mais c'est un peu ça. Lui, il aurait aimé. Et il est dans l'option nationale, donc on voit le côté indépendantiste de Steve Fortin. Puis il s'en va au journal pour Québécois. Je ne sais pas si c'est pour le Journal de Montréal ou le Journal de Québec, mais dans l'équipe des Spin Doctors. C'est clairement une promotion. Toute une promotion pour sa carrière. On le félicite d'ailleurs. Ouais, puis en passant, ça serait encore plus une promotion s'il avait été engagé par des fédéralistes, parce qu'il est indépendantiste. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait plus d'indépendantistes dans les médias fédéraux et non pas moins. Ouais. S'ils se concentrent tous dans Québécois, ils vont être complètement balayés du plancher, c'est sûr. Ouais. La moitié des médias. Il faut se dire, Jean-Jacques, qu'il y a beaucoup le lectorat de Québécois, du Journal de Montréal, en fait, c'est assez puissant. Là. Oui, bien sûr, non. Ça, je dis pas Québécois. Ils dominent les médias au Québec. Mais même quand la presse était en format papier, là. Oui. Québécois les clenchait. Là. Ouais. Puis là, c'est rendu que le Journal de Montréal prend l'argument de la presse il y a quelques années où on lit sa presse le samedi. Ils font ça, une annonce. Là, où on voit le gars qui est avec sa femme qui lit le Journal de Montréal. Ils ont repris des débats parce que les journaux écrits, c'est surtout, pas juste, mais c'est surtout les personnes plus âgées qui lisent ça. Puis moi, je connais une médecin, elle m'a dit, elle s'occupe des personnes âgées, elle m'a dit, les personnes âgées étaient en maudit quand ils ont fermé la presse. Parce que les autres, ils s'assoyaient depuis 40 ans le samedi pour lire leurs journaux. Puis là, ça disparaît. Là, ils disent aller sur Internet. Ils connaissent pas ça, ils ont peur de ça. As-tu confiance? As-tu confiance? Confiance. Je retire mon mot. Est-ce que tu penses, puis j'aimerais avoir votre opinion, parce que je vais vous quitter dans quelques minutes, le format tablette, le format Internet de la presse, ça va-tu marcher, ça? En fait, c'est une sortie, là. C'est une sortie de... Ce qui est arrivé, c'est que la presse a tué son lectorat. C'est francophone. Les francophones ont voté à 50% oui. Puis il y en a une autre proportion dans ceux qui ont voté non. En fait, qui était ouais, c'est ça. Mais enfin, pas tous les francophones. Ça dépend de qui on parle. Au Québec, c'est toujours la même chose. On ne sait pas c'est quoi des francophones. Tout ça, je suis obligé de spécifier à chaque fois. Canadien-français. Canadiens-Français, c'est 60% qui ont voté oui, mais les francophones, c'est 50%. Mais la question, c'est que ils ont tué leur lectorat. Alors, c'est sûr que le Journal de Montréal, comme d'ailleurs tous les trucs de Québécois, c'est neutre, parce que lui, il veut servir tout le monde. Alors, les fédéralistes peuvent lire les journaux de Québécois sans être agressés continuellement par... Un journal qui s'adresse à la classe moyenne en général. Ah, c'est ça, tout le monde. Fait que la presse a tué son marché. Ouais. Puis ils se sont retrouvés avec des marges bénéficiaires négatives. Fait que là, ils ont décidé de fermer. Ça coûtait trop cher. Ça, ils n'ont jamais fait d'argent, je crois, d'ailleurs.
La presse a déjà été rentable. Oui. C'est le devoir, qui en a toujours arraché. Oui. Ben oui, mais on ne peut pas attaquer un peuple dans sa propre langue pendant qu'il travaille à diminuer sa proportion dans la population. C'était fou. C'est un peu difficile, effectivement. Fait que là, il est obligé de fermer, mais sans que ça ait l'air. Parce que, franchement, là, l'Internet, j'en fais de l'Internet. On en fait, là, présentement. Ça coûte pas très cher, hein? Sauf que François fait toute la dépense pour le studio. Mais je veux dire, autrement, là, c'est des idées, hein? Les idées qui se promènent. Tandis que le papier, il faut l'imprimer. Ça prend des grosses imprimantes, etc. Fait que, non... C'est d'ailleurs une tendance, hein, qui me semble assez... Oui, mais moins qu'il pensait. Ah oui? Au début, il s'imaginait... j'ai même vu un spécialiste des ordinateurs, il y a... trentaine d'années, qui montrait un crayon, puis il dit, ça, là, ça va disparaître bientôt, parce que tout va être sur informatique. C'est pas vrai. Comme le livre, d'ailleurs. Le livre, c'est pareil. Moi, je vends des livres, là, mon livre, là, puis je le vends électronique, puis papier. Au début, c'était beaucoup électronique, parce qu'effectivement, j'avais juste mis électronique. Mais depuis qu'il y a papier, je vends plus papier que... Ah oui? Oui, parce que les gens... dans les librairies? Non. Les gens veulent le c'est posséder, sur Amazon.ca. Je pense qu'il y a le fétichisme. Si les gens veulent... Ben, c'est pas ça, c'est parce qu'un livre, d'abord, tu l'as. Tu peux travailler dedans. Moi, je travaille dans mes livres. Oui, bien sûr. Est-ce que tu sais c'est combien t'en as vendu? Oh, c'est plusieurs centaines. C'est quand même pas mal. C'est pas ça, à peu près, ça fait depuis quelque chose comme 8 ou 9 mois que je l'ai mis. Puis, en as-tu vendu 400-500? Ben, c'est difficile à dire. Il faudra que je le calcule. Il faudra que je te le calcule, je sais pas. Mais ça sort, là. Puis c'est très étonnant d'où viennent, mais c'est pas des milliers, là. Je suis pas rendu à des milliers parce que je suis pas assez connu. Mais des choses très étonnantes, c'est que j'en vends beaucoup en Grande-Bretagne. Ah oui? C'est très surprenant. Il y a certaines de mes vidéos sont vues à 7% en Malaisie. Je dis, bon sang, qu'est-ce que ça fait en Malaisie? En français, c'est une colonie anglaise. Bien sûr. La Malaisie est un pays presque anglophone. Là. Ils font des affaires en anglais. En tout cas, c'est surprenant. Fait que ce que je soupçonne, c'est que c'est quelque chose de fondamental, j'ai écrit. Fait que ce que je pense, c'est que c'est des think tanks qui achètent les livres, puis ils les lisent, parce que les autres, ils mettent tout ça ensemble, tout ce qui vient du monde entier. Il y a des gens qui font ça. Très intéressant. Chose intéressante, Elon Musk a mis son avion, son char en orbite hier. Et voilà. Il a mis à l'intérieur de la voiture une copie des fondations d'Isaac Asimov. Puis Isaac Asimov, dans son livre, là, c'est la trilogie Les Fondations, c'est qu'il y a des civilisations qui n'arrêtent pas de monter puis descendre. On parle dans le futur, là. Oui. Puis lui, il dit qu'il y a une fondation qui a été créée pour faire renaître la civilisation quand elle s'effondre. Fait que là, tout le livre est monté là-dessus. Puis ensuite, il y a une seconde fondation pour faire renaître la civilisation quand la première fondation a échoué. En tout cas, c'est très intelligent comme le système. Bon, tout ça pour dire que il y a des think tanks sur la planète qui font ça. Il n'y a pas juste Bilderberg. Non, évidemment. Il y a des gens qui pensent comment est-ce qu'on va faire là, parce que ça va s'effondrer. Là, c'est clair, ça n'a pas d'allure ce qui se passe sur la planète. Ouais, on va en parler d'ailleurs à un moment donné dans nos émissions. Tout à fait. Alors, il y a des gens qui essayent de penser comment est-ce qu'on va sauver la planète. Alors, chose intéressante, aux États-Unis, il y a plusieurs, notamment un dans des tunnels en Arizona, une ancienne mine de sel. Ils ont mis toute l'information qu'ils ont pu trouver. Comme une arche, finalement. Une arche, avec tous les documents, évidemment, pour le gouvernement américain, parce qu'en cas de guerre atomique. Puis dans une mine de sel, il n'y a pas d'humidité. Le sel absorbe l'humidité. C'est toujours à température égale. Alors, il y a d'immenses couloirs avec des trucs pleins de tout ce qu'il faut pour relancer la civilisation. Il y en a également en Suisse. La Suisse, la Suisse, la Suède et Israël sont les 3 seuls pays dans le monde qui ont des abris antinucléaires pour toute la population. Ouais. Alors, en Suisse, ils ont des voûtes où ils ont tout mis. Évidemment, j'espère qu'ils n'ont pas mis les recettes sadomasochistes, là, qui ont mis ce qui est important. Mais, c'est-à-dire la nourriture, l'industrie, enfin des choses qui sont valables. Bien sûr, des plans d'ingénierie, toutes les affaires décadentes, il faut enlever ça. C'est ça qui fait tomber une civilisation. Il ne faut pas le mettre. En tout cas, mais je ne sais pas ce qu'ils font, mais je pense que c'est ça qu'ils font. D'ailleurs, ça me fait penser... Non, allez-y, finissez votre point. En tout cas, c'est juste parce que c'est intéressant à dire, puis ça permet, dans quelques émissions, on va parler de ça. En parlant de décadence, on va enchaîner sur Trudeau. Dans le nord, sur l'île de Spitsberg, je pense, ils ont créé ce qu'ils appellent un Doom Vault, c'est-à-dire un endroit où ils mettent toutes les graines des plantes utiles sur la planète, mais pas seulement les graines qu'on mange. C'est-à-dire, c'est parce que ce qui arrive, c'est que à mesure que la civilisation avance, on élimine des espèces qui sont moins productives. Bien sûr. Alors, par exemple, les Holstein, les vaches, là.
C'est pour 90%, je crois, des cheptels mondiaux. Mais avant, jusqu'au 19e siècle, il y en avait des centaines de races. Oui, c'est vrai. Alors, ils ont tous éliminé ces races-là, les races de blé, puis ils en ont gardé juste une ou deux. C'est ça qui font pousser, puis c'est même des OGM aujourd'hui. Alors, puis on sait que quand on fait ça, on sait que les êtres humains, c'est pareil pour les animaux, si on fait trop de mélange consanguin, ça dégénère, puis l'espèce devient très fragile. Dans le cas des vaches, elles ont des pis tellement gros que sont plus viables dans la nature. Alors, le problème, c'est qu'ils ont mis dans cette voûte-là, en Norvège, toutes les races de toutes les graines imaginables, y compris les fleurs, y compris... Fait que si jamais il y avait une catastrophe, ce qui est très possible et probable compte tenu de l'état de la civilisation actuelle, ben, il serait capable de relancer la civilisation. En tout cas, tout ça pour dire que il y a des choses, il y a des think tanks, on a commencé à parler de ça à cause de mon livre, il y a des think tanks dans le monde qui s'intéressent à ces idées-là, puis je pense que c'est pour ça qu'il y en a en Grande-Bretagne qui sont intéressés par mon livre. Je pense que j'en ai vendu 45, je veux dire, c'est incroyable, là. Je veux dire, en Angleterre, ça fait là. La tradition du think tank, je crois qu'elle est plutôt anglo-saxonne, si je ne me trompe pas. Oui, mais il y en a aussi en Russie, là, les Chinois sont très forts. Les Chinois, par contre, le problème des Chinois, ils ont le même problème que le Québec. La Chine est trop homogène. C'est pas vrai que c'est si homogène que ça, la Chine, là. Il faut se comprendre, là. Il y a même un proverbe en Chine qui dit « À tous les 10 lits, on change de langue. » Un lit, c'est à tous les 5 kilomètres, on change de langue. Okay. Bon, c'est ce qu'ils disent. Parce qu'il y a beaucoup de vallées, c'est ça dont on va parler aujourd'hui, il y a beaucoup de vallées, beaucoup de régions isolées, tellement isolées qu'ils ne se comprennent pas entre eux. Alors, ma nièce est chinoise. J'ai été manger avec elle au marché, au restaurant chinois, là, dans le quartier chinois à Montréal. Puis, elle a été au comptoir pour parler. Fait que j'étais loin. T'es deux tout seul. Juste la fille, la chinoise au comptoir, puis elle. Je suis arrivé, il parlait français. Fait que j'ai été surpris. J'ai dit, comment ça se fait que vous parlez pas chinois ensemble? Ben, c'est parce qu'on se comprend pas. Ah oui. Le dialecte n'est pas. Ben non, elle vient du Nord, puis sa copine, elle vient du Sud. Je comprends pas du tout. Fait que c'est pour ça que la Chine, c'est moins uni qu'on veut. Mais ça change pas le fait que les Chinois se sentent quand même chinois. Bien sûr. Puis ils ont tendance à faire tout en même temps les mêmes choses. C'est le même problème au Québec. Au Québec, tout le monde allait à l'église. Puis là, ça c'est très précis, là. À l'été 1966, les gens se sont tous mis à se parler autour d'eux. Ben, pourquoi on va à l'église? Là? C'est quoi l'histoire? Là? On est rendu urbain, on n'est plus ces terres, on ne croit plus vraiment à ça, un peu, mais plus ou moins. Puis on foutu le camp. Tout le monde a dit, ben là, été 1966. Alors, les prêtres ont dit, ben là, ils vont revenir, c'est une petite passade, là, c'est la révolte sexuelle, des affaires américaines, là, c'est juste du flonflon. Ils sont jamais revenus. Et les Québécois, ben, ils ont été tous vers le français dans le temps du PQ. Puis là, ben, comme ça diminue, ben là, ils le saluent. C'est plus si grave que ça. Puis les jeunes, ben, ils vont comprendre à un moment donné que ça leur coûte cher. Bon, c'est un problème parce que quand un pays est trop homogène, comme le Québec, la Chine, le Québec c'est petit, ça peut virer Saint-Laurent-dessous, mais la Chine c'est gros. Alors, la Chine, là, présentement, sont en train de polluer, sont en train de saccager. Puis s'en foutent. Tout ce qui va, c'est des chars. Et leur territoire habitable, il faut le dire, est même pas un tiers de tout leur territoire à eux. Là. C'est la côte est, finalement. C'est ça, c'est la côte est, surtout le territoire de la plaine centrale de Chine, là où il y a les grandes villes, où il y a la majorité de 1,4 milliard de Chinois, quand même. C'est ça, c'est à peu près 900 millions qui vivent dans cette région-là. Wow, puis il y en a qui vivent évidemment sur les côtes, parce qu'il y a des montagnes sur le bord des côtes en Chine. Okay. Et le résultat, c'est que dans la plaine centrale, là, où il y a le fameux Grand Canal, là, c'est entre le fleuve jaune, ben, au-delà du fleuve jaune, puis au-delà du Yangtze-Kiang, ils vivent, sont 700, 800, 900 millions. Depuis, la population en Chine a tendance, c'est de ça dont on va parler également aujourd'hui, elle a tendance à partir du centre de la Chine et aller vers les côtes, parce qu'ils font du commerce grâce aux océans qui permettent de faire du commerce à l'échelle du monde. Et le problème de ça, c'est qu'en Chine, comme au Québec, mais les autres sont beaucoup plus gros, c'est comme le Titanic. Quand il s'en allait sur on le voit dans le film, quand il s'en va sur l'iceberg, il dit tourne. Il tourne la roue, puis il dit ça tourne pas. Mais non, ça tourne pas parce qu'il y a trop d'inertie. Le bateau continuait, puis à un moment donné, il s'est mis à tourner. Bon. Trop tard. C'est ça. Alors, la Chine, ils sont en train de faire toute la même chose en même temps. Donc, ils arrêtent de faire des enfants. Le gouvernement, il dit, vous pouvez faire 2 enfants, ouais. Je dis tout le temps aux gens, allez voir les Québécoises. On manque d'enfants ici. Allez-y, faites 14 enfants comme avant. Ils ne feront jamais. Puis j'étais en Chine, puis les Chinoises ne veulent rien savoir, sont habitués, c'est rentré dans leur culture. Je parlais à des étudiants de l'Université de Shanghai, puis ils me disaient, peut-être je vais avoir un enfant, peut-être.
peut-être un. Wow. Bon, alors on voit tout de suite l'immense problème qui s'en vient, c'est que tout le monde fait la même chose en même temps. Puis là, sur la planète, présentement, c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui, tout le monde, à cause de l'Internet, commence à faire exactement les mêmes choses. Ce qui fait que ça fait un problème gigantesque. C'est que l'environnement, lui, est habitué d'absorber des coûts qui viennent un peu de fermiers, un peu d'éleveurs, un peu de primitifs qui vivent dans les forêts, puis un peu de... Mais c'est pas ça qui se passe. Tout le monde se met à l'industrie. Donc là, il y a un problème de masse qui augmente en fait, ça augmente la certitude qu'on va rentrer dans le mur, mais ça ne sera pas partout égal. En tout cas, mais... non, allez-y, finissez votre point, c'est simplement ce que je veux dire. Sur, alors, les problèmes auxquels on fait face présentement dans le monde actuel, c'est un problème de masse. On augmente en nombre, tout le monde devient de plus en plus riche, puis la planète, au niveau environnemental, s'effondre. Alors ça, c'est pas viable. Puis il y a des think tanks dans le monde qui essaient de raisonner à ça. Puis il y en a en Chine, mais en Chine, comme tout est ensemble, tout en même temps, ben, il y a le Parti communiste qui essaie d'empêcher que la société civile s'organise parce qu'il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un pour les remplacer. Bien sûr. C'est ce qui est arrivé à la place Tiananmen. Ils commençaient à s'organiser. Fait que là, comme ils étaient mal organisés, le gouvernement s'est reculé. Ils ont chassé tous ceux qui ne voulaient pas faire la répression. Ouais. Ils ont été chercher des bataillons de l'armée qui ne parlaient pas Han, c'est-à-dire les minorités. Puis ils leur ont dit rentrez dedans. Ils rentraient dedans, ils n'ont pas eu le contrôle. Fait qu'en Chine, il y a des think tanks, mais c'est juste dans un sens. Il faut tout être d'accord avec le gouvernement. Fait que ça, c'est pas très bon. On voit ça ici aussi un peu. Il y a des problèmes souvent. Certaines idéologies sont mises de l'avant un peu plus. D'ailleurs, par le truchement des think tanks dans les universités. Ça, c'est vrai. Ça, c'est mais on le voit avec l'Internet. Oui. Ils perdent. L'élection de Trump, le vote pour le Brexit en Grande-Bretagne, ça a été des votes qui ont été faits contre ces gens-là. Bien sûr. Parce qu'il y a un besoin qui se développe dans la population. Il y a une angoisse présentement qui parcourt la culture occidentale, une émotion, puis il se passe ça. Fait que moi, j'ai fait une vidéo où je dis, c'est littéral, Trump, c'est seulement un symptôme, c'est pas la maladie. Bien sûr. Les autres, ils disent, on va le tuer, Trump, ou on va l'expulser après le premier mandat, ou on va l'impeacher. Exact. Puis moi, ça ne change absolument rien, le problème demeure. Il y a une angoisse, il y a un problème, il y a un appauvrissement des classes moyennes, volontaires. C'est pour ça qu'ils ont fait rentrer 1 million de pauvres en Allemagne, ça a été une catastrophe parce qu'ils ne travaillent pas. Ils voulaient baisser les salaires. Alors, tout ce qui a augmenté, c'est la pression sur les systèmes sociaux, ce qui appauvrit encore la population allemande, que vous êtes payé. Donc là, surtout avec des viols, des attaques, toutes sortes de problèmes, sans régler le problème des migrants. Parce qu'ils vivent encore et d'ailleurs, nous ferons une émission là-dessus. Bien sûr. Mais j'aimerais vous ramener sur le Québec, OK, M. Nantel. Allez-y. Bon, bien sûr, quelques petits points d'actualité, mais juste avant, là, petite parenthèse, vous parliez des think tanks. En connaissez-vous au Québec, des gens qui réfléchissent à ça? Bien, il y en avait beaucoup dans le temps où le Parti québécois s'occupait vraiment de l'indépendance. Oui. Moi, je rencontrais les gens, on se réunissait. Écoutez, on a eu le Oui Québec. J'ai fait partie de ça, moi. Oui. J'ai fait partie de Cap sur l'indépendance. D'accord. On discutait de ces sujets-là. Mais c'était quand même, là, je parle des dernières années, c'est d'ailleurs un des problèmes qui est arrivé, c'est que ça s'est sclérosé, l'indépendance. Au début, là, il y avait toutes sortes d'idées. Il y avait des groupes de gauche qui parlaient, les féministes, il y avait les groupes d'immigrants, des gens, tout le monde, puis ils se bâtissaient un programme, le PQ, qui était Bien un sûr. programme d'avant-garde. Je disais tantôt qu'on est tous de gauche, de droite, tout mélangé. Oui. Moi, c'est ce que je suis. Moi, c'est très clair. C'est très, très clair. Moi, par exemple, la peine de mort, je la veux pour les tueurs en série, les terroristes, on ne discute pas, on les tue. Vous n'êtes pas le seul, il y a une non, mais majorité de gens. c'est de l'extrême droite, j'en ai rien à foutre, on les tue. C'est plutôt 60%, je crois, à peu près. Ben, ça sera ce que ça voudra, moi, je suis pas. Il y a des choses de même, moi, c'est direct, je discute même pas. Par contre, moi, je suis pour le peuple. Je veux l'indépendance pour le peuple, absolument. pas pour moi. Bien sûr. Je suis pas riche, sûrement pas pour besoin. les riches. Là. C'est ça. Mais tout ça pour dire que il y avait des think tanks, il y avait beaucoup, beaucoup d'activités intellectuelles. Oui. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'avec avec les politiciens qui sont installés, puis il faut se faire élire, parce que, tu sais, c'est ça qu'il dit, le PQ. Il faut faire ça en étapes. D'abord, il faut se faire élire, puis après, on fait l'indépendance.
Fait qu'on pour se faire élire, on parlera pas d'indépendance pour que les fédéralistes votent pour nous. Puis comme on parle pas d'indépendance, ben ça progresse pas. Puis quand on est élu, on dit on n'a pas le pourcentage, c'est le truc de Bouchard. Lucien Bouchard, il nous a dit un jour c'est inatteignable, 50%. Ben je suis désolé. Mais il l'a atteint, lui. Ah, ouais, oui. Au début d'un premier mandat, il y avait 55% en 1996. Il y avait juste à le faire, son foutu référendum. Pourquoi il l'a pas fait? Il avait peur. Bon, ça c'est problème personnel. Voilà. Mais c'est carrément de la peur. Il y a quelqu'un qui a dit le tambour, avec tout le bruit qu'il fait, n'est rempli de rien. Oh, quand on rencontre un mur, quand on rencontre un danger, Lucien Bouchard a subi il l'a dit, il a subi du bullying quand il était enfant. Oui, vous nous en Moi avez aussi, parlé j'ai un subi du bullying. C'était continuel, on vivait avec la violence. Moi, la violence, c'était une valeur, on vivait là-dedans. Ben, moi, je me battais. On appelait ça se battre. Bien sûr. C'est tout. Les gars me poussaient, je me battais, c'est tout. Puis je me faisais respecter. Tous mes frères et sœurs, mes oncles me racontaient ça. Moi, je pensais que tous les hommes se battaient. Pour moi, ça allait ça. J'ai découvert ça à 28 ans. Ah, vraiment? Ah oui, j'étais à Bay James avec des gros gars avec des tatous qu'on travaillait dans la forêt. Puis je commence à leur raconter ça. Je sais pas comment on est venu sur le sujet. Comme là, je sais pas pourquoi on est arrivé là-dedans. Puis on commence à parler de ça. Puis là, les gars me disent, moi, je me suis jamais battu. Quoi? Puis toi, une fois, l'autre, il s'est poussé. Tu vois, ça continuait. Ben pas. C'était pas des batailles continuelles. C'était un climat de violence. Un climat de menace. Bon. Mais parlant de culture, justement, au Parti québécois, on sait, on en a parlé, une sorte, en tout cas, moi je vois à tout le moins ce que j'appellerais une faillite intellectuelle du mouvement peut-être souverainiste en général, mais du Parti québécois plus précisément. Et je sais que vous aviez une charge à faire par rapport à Jean-François Lisée. Ben moi, qui a fait une sortie dans l'actualité. Les indépendants, les gens du Parti québécois, ceux que je connais. Oui. Bon, d'abord, je vais dire une chose. Qu'on vienne pas me raconter qu'il n'y a pas d'infiltrés au PQ. Ah, ben là, on sait bien, Claude Morin, Claude ça a Morin, été révélé. Son numéro, travaillait pour le fédéral, le principal conseiller de René Lévesque, il a conseillé le référendum, la technique perdante. Et d'ailleurs, le 82, les négociations, c'est ça. Il y a, lui, son numéro d'espion, je sais pas c'était quoi le numéro, mais c'était numéro 1. Ouais. Quand vous avez numéro 1, il y a numéro 2, numéro 3, numéro 4. Alors, c'est sûr que c'est toute noyauté. Ceci étant dit, les gens que moi j'ai rencontrés au PQ, puis j'en ai rencontré beaucoup parce que j'étais là-dedans très, très longtemps. Bien sûr. C'est du bon monde, non? C'est des indépendantistes. Mais c'est des indépendantistes qui sont en conflit d'intérêts, ceux qui veulent se faire élire. Les militants ne le sont pas. Par contre, dans les milieux souverainistes, dans les think tanks dont vous parlez, là, Oui Québec, tout ça, moi j'ai fait partie des gens qui écrivaient on appelle ça les statuts d'organisation, tout ça. Je suis encore en train de le faire avec une nouvelle organisation qui s'appelle l'Union Patriote. Ils ont une idée, on va voir. Là, on est en train de développer l'idée, voir qu'est-ce que c'est. Mais je les aide à faire leur programme. Excellent. Vous nous donnerez l'actualité de ça, si vous voulez, dans les prochaines émissions, tranquillement. Mais essentiellement, ce qui est arrivé au PQ, c'est qu'ils sont en conflit d'intérêts, ils veulent se faire élire. C'est un job. Qu'est-ce qu'ils font? Un gars qui a 32 ans, qui n'a pas de pension, qui est dans le PQ depuis 10 ans, qui se fait élire, il veut continuer de se faire élire, il va augmenter sa pension. Bon, fait que là, ils finissent par développer, petit à petit, il faut se faire élire d'abord. Fait que là, ils convainquent les militants, il faut se faire élire d'abord. Puis là, il y a une mentalité de tromperie qui s'installe. Puis là, ils en sont rendus. Les gens m'écrivent sur mes blogs... vous mentez, c'est pas vrai, le PQ, il fait des vidéos sur l'indépendance. Oui, bien sûr. Puis ils font des discours sur l'indépendance, puis ils en parlent, mais seulement aux militants. Voilà. Puis il y a une entente tacite avec les médias. Les médias veulent pas qu'on parle d'indépendance, parce qu'ils sont fédéralistes, sont contrôlés par le fédéralisme. Puis dans le cas de Pelado, il veut que ça soit neutre. Fait qu'il parle un peu, il en parle pas, il en parle bon. Fait qu'il n'y a plus personne qui pousse. Puis les gens de ça, ils ont perdu le... Alors le résultat, c'est que le Parti québécois parle d'indépendance, fait des vidéos, mais pour les militants, finalement, c'est pour les tromper. C'est dire, on va vous faire l'indépendance, vous votez pour nous, c'est très important parce que ça va faire progresser. Il faut voter pour nous. Fumée, attention, les caméras sont apparues, il faut battre couillard. Il faut battre couillard parce que c'est terrible, le déficit. Les caméras sont parties, il faut faire l'indépendance. Ben oui, mais à un moment donné, arrêtez de rire de nous, là. Fait que moi, quand PKP, ils n'ont écœuré, je l'ai dit aux gens, PKP, il parle de revenir. Fait que c'est faux qu'il était parti à cause de ses enfants. Moi, je l'ai dit aux gens. Les gens disent, non, c'est important, ses enfants sont jeunes. Il est milliardaire, il a une femme, il peut s'en occuper de ses enfants. Elon Musk, il en a 5. Exact. Et il travaille sur 2 grosses compagnies, puis il s'occupe de ses enfants. Et voilà. Fait que je savais que, parce que j'avais été rentré dans le PQ, je savais que les gens dans le PQ l'avaient écœuré. C'est qu'il se pendait après ça. Lui, il voulait faire l'indépendance. Il est milliardaire. Il n'a rien à foutre, là, lui, de se faire élire, de chercher une pension. D'ailleurs, je pense qu'il avait accepté
il donnait son salaire ou quelque chose comme ça. Probablement. Il y avait un truc de même. Il s'en fout, c'est évident, il viendrait. Puis il a perdu de l'argent, hein? En faisant le PQ, là, tous les fédéralistes... Là, il y a eu Sonou, je crois, qui a dû se départir parce qu'il y avait beaucoup de grogne. Ah, puis moi, j'habitais à Toronto à un moment donné, là, il l'écœurait, les gars de Sonou, c'était terrible. C'est des manches canadiens, ça. Bien sûr. Puis lui, il a fait l'erreur de penser qu'il allait s'étendre en Ontario. Ouais. Puis là, il est tombé sur ce groupe-là, puis là, il se faisait nuire, puis c'était lui le boss, puis en tout cas, les séparatistes, en tout cas. Puis ce qui est arrivé, c'est que Pelado se présente faire l'indépendance. Puis là, il était tout là, se pendre après sa ceinture, l'empêchait d'avancer. Il essayait d'avancer, puis essayait d'être gentil, essayait d'organiser le PQ, puis le résultat, c'est qu'eux autres, ce qu'ils veulent, c'est se faire élire. Ouais. Fait que dès qu'ils l'ont mis dehors, puis moi, je suis monté dans les rideaux. Dès qu'il a été battu, il est parti en pleurant, là, je quitte à cause de mes enfants, c'était faux, c'est parce qu'il savait qu'il allait se planter à l'élection suivante, parce qu'il voulait pas. Il voulait pas. Puis c'est toute la mentalité, hein, le référendum, les Québécois veulent pas de référendum. Ben oui, mais si eux autres le répètent, il y a 55% de fédéralistes. Ben oui, mais tu le répètes, ça monte à 70. Bien oui, évidemment. Bien sûr. Alors, il faut pas perdre. Il faut pas perdre un référendum. Il faut pas perdre la prochaine élection. Est-ce qu'ils sont au courant qu'il y a quelque chose qui s'appelle la démocratie? Ouais. On peut changer d'avis, on peut voter pour quelqu'un d'autre, puis on peut changer d'opinion. Les gens disent, oui, mais si vous faites l'indépendance, ils peuvent voter pour retourner au Canada. Oui, qu'ils le fassent. J'ai pas peur de ça dans tout, parce que dès qu'on va être indépendant, on va être tellement riche, on contrôle la vallée du Saint-Laurent, ça va aller bien, les gens ne voudront jamais retourner. Puis il n'y a pas un peuple sur la planète qui a reculé. Ouais. Pas un peuple qui regrette. Si vous voulez savoir si l'indépendance est payant, demandez aux immigrants. Ils viennent de 150 pays différents. J'ai jamais rencontré un immigrant au Québec. Jamais rencontré un immigrant qui était contre l'indépendance. Puis je suis très sérieux comme ça. Ouais. J'ai jamais rencontré ça. Ils nous disent, non, ça a été bon l'indépendance, on est devenus riches, on s'est débarrassé de nos parasites, on est en train de rattraper l'Espagne, la France, l'Angleterre. Nos hommes, c'est nos propres gens nationaux. C'est pas du racisme. Non, nos propres nationaux qui ont les grosses jobs, puis qui vont à l'ONU, puis on défend nos intérêts, puis les coalitions. Ouais. Et puis au Québec, ça va être une catastrophe. On perd le quart de la population, puis ça va tout s'effondrer, puis c'est quoi ces conneries-là? Bon, c'est simplement de la propagande. Alors le PQ, comme ils voulaient se faire élire, ils ont commencé à tromper. C'est vraiment ça qu'ils font. Alors, j'ai pas fini mon truc. Quand Pelado est parti, 24 heures ou 48 heures après, j'ai reçu, comme tous les indépendantistes du PQ, un courriel triomphaliste. On est prêt, on va gagner. Même si le chef est parti, on va changer de chose. On va gagner la prochaine élection. On est parti. Pas un mot sur l'indépendance. Là, je suis monté des le chemin des victoires, et ainsi de suite. Mais là, à un moment donné, il faut arrêter de rire du monde. Il faut arrêter de rire du monde. Là. Nous, on travaille. Puis, qu'est-ce qu'il a fait le PQ en 20 ans de pouvoir? Qu'est-ce qu'il a fait? Qui ressemble à l'indépendance. Il a fait le corps de la loi 101. Ils ont fait la loi 101, puis la Cour suprême l'a tout écharonné. C'est rendu que même Stéphane Dion dit que c'est une grande loi canadienne. Ouais. Ça donne une idée à quel point elle a été vidée de sa substance. Absolument. Puis là, le Couillard est au pouvoir, il fait absolument rien pour défendre le français. Bon. Alors, c'est tout en... Alors, le PQ, en 20 ans de pouvoir, ils ont 19-20 ans de pouvoir, ils ont fait le corps de la loi 101, puis après, ils ont géré une province. Ils l'ont bien géré, ça c'est vrai. Ils ont fait l'assurance auto, des bonnes affaires là, avec l'évêque. Mais, qu'est-ce qui ressemble à l'indépendance? Ils ont fait le corps de la loi 101. Puis, ils l'ont même pas mis au niveau du cégep. Ils l'ont même pas mis au niveau de l'université. Alors... Et c'est d'ailleurs par rapport à ça, Jean-François Lisée, ça sort. Ben, c'est ça, c'est vers ça que je m'en viens. Ben oui. C'est que le PQ a simplement dégénéré au niveau des idées. Ils ont expulsé les indépendantistes. Parizeau avait quitté avec du monde, il est revenu. Mais après, il a démissionné. Il y en a encore qui sont partis. Option nationale est repartie. Pauline Marois avait changé le statut du PQ pour défendre les intérêts du Québec. Puis quand au moment jugé opportun par qui? Par elle. Se faire élire. Élire. Fait que moi, comme tout le monde, j'ai du coup dans les rues de nous autres, là, ça va faire. Puis en fait, c'est pire. Encore une fois, ce sont des indépendantistes, mais ils sont en conflit d'intérêts. Alors, Jean-François Lisée, qui est un des hommes les plus intelligents du Québec, je lui donne ce qu'il y a. Je crois que oui. C'est un homme intègre, mais il est pris là-dedans. C'est qu'il se promène dans les couloirs du Parlement, puis les libéraux qui valent moins qu'eux, des génocidaires, des gens qui veulent faire le mal à leur propre patrie. Non, je suis très sérieux. C'est carrément leur but. Faisons rentrer le plus d'immigrants possible, comme ça on va les écraser pour qu'on puisse défendre. Bien sûr. Puis des immigrants qui aident à faire ça. Ethnocide maison. Ben oui, mais c'est parce que c'est laid. C'est laid. Dans tous les autres peuples, partout dans l'histoire, quelqu'un qui fait ça, détruire sa patrie pour l'empêcher de se défendre, ça s'appelle un traître. Je suis bien désolé, mais c'est ça le mot. Tout à fait. Puis c'est pas de l'exagération. Regardez dans l'histoire. Effialt, Benedict Arnold aux États-Unis, Laval en France. Quand les gens font ça, ils font le mal. Bon,
Ouais. Alors, ces gens-là, qui valent moins que les gens du PQ, ils se promènent dans les couloirs du Parlement puis ils disent « Hey, le cave, t'es pogné dans l'opposition pendant 50 ans parce que moi, j'ai pas traîné le boulet de l'indépendance. » Puis le gars, il dit « Maudit, c'est bien trop vrai, j'ai pas ma job de ministre, j'ai pas ma limousine, puis lui, il est là, puis il vaut moins que moi. » Tout ça à cause de la maudite indépendance. La solution, je le sais, c'est quoi? On va parler de l'indépendance juste aux militants, puis on n'en parlera pas aux fédéralistes, comme ça on va se faire élire, puis on va dire on n'a pas le pourcentage, puis là on regarde. Ah ben la population va tomber, oui, mais peut-être qu'il va arriver un miracle, peut-être que ça va ressortir l'indépendance, on va pouvoir la faire. Ils sont indépendantistes, mais en conflit d'intérêts. Alors, Jean-François Lisée est pris là-dedans. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a je ne me souviens plus qui a proposé, il a dit, c'est-tu Legault? En tout cas, je sais pas. Il y a quelqu'un qui a proposé de mettre la loi 101 jusqu'à la fin du cégep. Même pas l'université, juste la fin du cégep. Oui. La réponse de Jean-François Lisée, ça serait touché aux droits des anglophones. Est-ce que j'ai bien compris? Les anglophones au Québec sont 7,5% de la population. Exact. Ils ont trois universités, 6 cégeps, 18 hôpitaux. La majorité des hôpitaux sur l'île de Montréal sont contrôlés et administrés par des anglophones avec de gros salaires. Là. On parle des salaires à 150 000, là, directeur d'hôpital. Ils ont des villes défusionnées dans l'ouest de l'île de Montréal où les maires gagnent en moyenne plus que 20 fois plus par habitant que le maire de Montréal. Autrement dit, ce que dit Jean-François Lisée, là, c'est qu'ils ont des droits acquis. Le droit acquis de nous voler, de me voler mes taxes, mes impôts, je l'ai dit l'autre jour, je le répète, de me voler mes taxes et mes impôts pour l'éternité. Parce que si on met la loi 101 jusqu'à la fin du siège, c'est quoi la loi 101? La loi 101, c'est quelque chose de tout à fait normal. Elle est à l'origine. On dit, ceux qui ont étudié en anglais au Québec, là c'est au Canada, la Cour suprême a changé ça aussi, c'est ceux qui sont nés au Canada, ils ont le droit d'avoir ce qui est à eux. C'est-à-dire, ils ont le droit d'avoir leurs écoles, d'aller à l'école anglaise. Exact. C'est tout à fait normal. Comme ils sont 7,5% de la population, ben, ils ont droit à 8% des budgets, 8% des gros salaires, 8% des gros jobs, 8% des jobs d'administrateurs d'université. Or, au Québec, ça c'est le meilleur chiffre que j'en connais d'autres, là, mais 45% des budgets pour administrer, je parle d'administrer, administrer les universités au Québec, c'est pour les anglophones, 7,5%. Pour ce qui est de faire fonctionner les universités, les dépenses d'université, c'est de l'ordre de 30 à 35% qu'ils reçoivent. Ils sont 7,5% de la population. Alors, ils ont toutes les multinationales qui parlent en anglais, qui leur donnent le job à eux autres à Montréal, bien sûr. Plus tout ce qu'ils ont déménagé en Ontario, dont Ottawa, qui est situé à 1 mm à l'extérieur du Québec. Alors, tout a été sorti du Québec le plus qu'il peut. Ce qui reste au Québec, les sièges sociaux, ce qui reste au Québec, c'est donné en grande partie aux anglophones, puis vous ajoutez l'État québécois qui leur donne 45%, ben cherchez pas, là. Puis l'autre, il va dire, ça touchait les droits des anglophones. Ben là, non. Puis quand je dis... Excusez-moi. Non, exactement. Alors, quand je dis aux gens que la base de tout le raisonnement que je fais, c'est pour ça que moi, je suis tout à fait à l'aise quand je parle aux Noirs, puis aux Arabes, puis aux Islamistes, je leur parle pas parce que c'est n'importe quoi. Non, mais aux musulmans, quand on parle aux musulmans, les gens bien, les bonnes personnes, 90% des musulmans, là, quand on leur parle, je leur dis, je n'ai pas d'excuse à te présenter. Tu as ton propre pays. C'est mon propre pays. Tu nous demandes la charité, la générosité, la bonté de t'accepter dans notre société. Puis tu viens me dire que j'étais un raciste. Puis écoutez, j'ai vu une vidéo, ça c'est très sérieux, là, je l'ai vu, la vidéo, elle existe. Ça a été fait à l'Université du Québec à Montréal. Oui. Renversant. Il y a une fille qui est assise, c'est très clair que, moi je suis à peu près certain qu'elle est née à l'étranger, elle n'a pas l'air de quelqu'un qui est né ici, là. Je peux me tromper, mais je parle pas physiquement, là, la façon de parler, là. Je pense qu'elle vient du Moyen-Orient, je sais pas où. Elle s'assoit avec un panel devant une foule, puis elle dit la phrase suivante. Tous les Blancs sont des racistes. Au Québec, les Blancs, si quelqu'un n'a pas compris, les Blancs au Québec, c'est les Québécois de souche avec évidemment les anglophones, mais c'est surtout les Québécois de souche, 80% de la population, 75 maintenant. Ouais. Bon, alors elle s'assoit, elle dit devant son panel, tous les Blancs sont des racistes. Elle le répète, puis elle explique son truc, que tous les Blancs sont des racistes, puis elle reçoit des ovations. Au bon sens, là, j'ai reculé. Là, j'ai dit, hey, là, c'est devenu incroyable. Là. On parle de l'Université du Québec à Montréal. Exact. Une université qui subventionne ses études, parce que les frais de scolarité au Québec, ça ne paye pas les études. Hein? Non, bien ça sûr coûte beaucoup plus cher que ça coûte 4-5 fois plus cher. Alors, on la subventionne pour qu'elle vienne dans l'ancien centre intellectuel des indépendantistes au Québec. Qui était d'ailleurs, l'UQAM, il faut le dire, ça faisait partie des instruments de la Révolution tranquille pour créer une nouvelle élite économique. Bien sûr. Et une élite en général québécoise. Bien sûr. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est du racisme à l'état pur. J'ai vu l'autre jour, ça passe comme de l'eau, comme du beurre dans le poêle. Ils ont dit à Québec l'autre jour, on veut des policiers noirs. Je dis que je veux des policiers compétents. Exact. Au début, la rectitude politique,
on traite tout le monde comme s'il n'y avait pas de couleur. Ouais. Autrement dit, c'était correct, c'était même admirable. Bien sûr. Ben, c'est ça que c'est censé faire. Alors, ce qu'ils sont censés faire, c'est mettre des examens, puis dire, on prend les meilleurs. Ben, s'il y a des Noirs qui se présentent, puis il y a le meilleur, demandez pas les photos. Juste les dossiers. Ouais, regardez les dossiers, vous dites, bon, lui, là, il a 2 doctorats, il a étudié 20 ans dans un truc, dans la police, bon, ben, on le prend. Ouais. Le gars se présente, il est noir, ou il est papou, ou il est asiatique, ou il est ce que tu veux, on le prend, c'est le meilleur. Mm-hmm. On veut des policiers noirs. Ma sœur, c'est arrivé dans ma famille à plusieurs reprises parce qu'on est des Montréalais. Rapidement. Ma sœur travaillait pour les écoles protestantes de Montréal, puis elle attendait on appelle ça sa permanence. Ça faisait 8 ans qu'elle attendait. Fait qu'elle attendait, puis elle était tannée, parce que c'est important, c'est de l'argent, c'est la certitude d'avoir son école, d'avoir son endroit pour travailler. C'est important pour elle. Fait qu'elle dit, à un moment donné, elle s'assoit dans la salle de professeur, puis elle commence à parler avec une fille qui était une de ses amies, une fille qui a travaillé. Elle dit, bon sang, c'est long, voilà. Ah, je comprends, je viens juste de l'avoir, mais j'ai eu de la difficulté, tout ça. Ah bon? Elle continue de parler. Elle dit, oui, je suis arrivé au Québec il y a 5 ans. Oh! Elle dit, qu'est-ce que tu viens de dire? Ouch! Elle dit, je suis arrivé au Québec il y a 5 ans. T'es arrivé au Québec il y a 5 ans, puis ils viennent de te donner ta permanence. Fait qu'elle rebondit comme t'es ma soeur, pas la langue dans sa poche. Elle rebondit à la commission scolaire. Elle dit, c'est quoi cette histoire-là? Il y a une fille à l'école, là, ça fait 5 ans qu'elle attend. Elle est arrivée 3 ans après que j'attends ma permanence, puis elle a eu. Ah, mais ça, c'est une malchance, c'est arrivé comme ça, c'est un hasard, je sais pas quoi. C'est ça la discrimination positive? Non, ils n'ont pas dit ça, pas encore. Ah non? Okay. Alors là, elle est retournée à l'école, elle a fait son enquête parce qu'elle changeait d'école, il n'arrêtait pas de la changer de place. Elle a commencé à demander aux gens avec qui elle travaillait. Puis c'était très courant. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, elle faisait 8 ans. Ben là, elle montait des rideaux. Clairement. Puis là, j'ai dit, j'ai dit, écoute, t'as juste à leur dire, tu fais toute la marde que tu vas faire, parce qu'elle l'a faite. Bien sûr. Puis t'as juste à leur dire, écoutez, je fais beaucoup de marde. J'en fais, puis je vais continuer d'en faire, je vais aller voir les journalistes, puis je vais aller en parler, puis je vais aller sur la place publique avec des pancartes et comme ça, là, ça commence. Mais j'ai dit, t'as juste à leur dire, je vais faire tout ça, mais la seule chose que je veux, c'est ma permanence. C'est mon pays, c'est ma place, c'est à moi. C'est ce qu'elle a fait. Elle l'a eu comme ça, sa permanence. Parce qu'ils ont dit, elle va faire tellement de troubles. Évidemment, si ça sort, c'est du racisme. C'est du racisme à l'état pur. Je l'ai dit ici même, dans le studio, ici même, il y avait Stuart Mayhew, le Mohawk pour l'indépendance, un truc en anglais qu'on a fait. Puis il me disait, dans la communauté Mohawk, ils veulent pas que les Blancs s'installent, il faut qu'ils sortent. Et tu sais quoi, cette affaire-là, c'est du racisme. Si moi, je dis, je veux que les Juifs sortent de Montréal, qu'est-ce qui se passe? Si moi, je vais m'asseoir à côté de la fille, là, à l'Université de Montréal, qui a dit tous les Blancs sont des racistes, puis je dis, tous les Noirs sont des paresseux, puis ils se mettent tous sur le bien-être social, qu'est-ce qui va m'arriver? Bien sûr. Ah, les racistes, ils perdent sa job. Ils ont mis Arthur. André Arthur, là. Moi, je l'aime pas, André Arthur, là. C'est un gars désagréable, il fait ça pour être désagréable. Bon. Mais il en demeure pas moins que il dit ce qu'il pense, ben toi, tu perds ta job. Puis toi, tu n'as plus le droit d'avoir de micro, puis on va te poursuivre, on va te mettre des amendes. Ils voulaient mettre Brigitte Bardot en prison, ou en tout cas la mettre à l'amende en France parce qu'elle avait parlé contre l'Holocauste nazi. Bon. Ah oui. Mais en parlant justement de ça, justement la rectitude politique en tant que telle, ça me fait penser justement, je sais pas si vous l'avez vu passer, Justin Trudeau. Oui. Vous avez vu ça aller, hein? Et là, c'est parce que c'est des francophones à qui on parle. Essentiellement, l'histoire, c'est que Justin Trudeau a dit, il y a quelqu'un qui y a parlé, il a dit mankind. Mankind, c'est l'humanité en anglais. Ouais. C'est mankind, la sorte des êtres humains. C'est ça que ça veut dire. Disons le genre humain. Genre humain. Mot à mot. Mais c'est parce que mot à mot, ça veut dire le genre des hommes. Oui, c'est des ça. Hommes, c'est-à-dire un homme, c'est pas une femme. Bon. Et voilà. Fait que là, il y a des capotés, là, quelque part, la rectitude politique qui est devenue une idéologie criminelle. Parce que c'est une idéologie raciste qui se cache derrière l'antiracisme. C'est ce que j'expliquais de 3-4 exemples dans les dernières minutes. Alors, il y a des gens, des capotés de cette affaire-là, ils ont dit non, il faudrait appeler ça, c'était comment, c'est People Kind? People Kind. De la part de Trudeau, d'ailleurs, qui l'a dit en pleine intervention. C'est ça, mais il a dit, non, c'est lui qui a dit, il faudrait dire People Kind. Il a interrompu l'intervention de la jeune femme et il a dit, un instant, vous ne devriez pas utiliser le mot mankind, il faudrait plutôt utiliser le mot people kind, parce que, bien sûr, c'est plus... c'est le people, c'est pas des femmes, des hommes, c'est tout le monde. C'est ça, c'est plus diversifié, voilà, pour que tout le monde se sente à l'aise, bien sûr. Alors là, ça a fait rire tout le monde dans le monde entier, parce que ça, c'est carrément de la bêtise. Bien sûr. C'est carrément de la bêtise. Puis là, il a réfléchi un peu, parce que ce qu'il fait, Trudeau, c'est qu'il s'est jeté dans le fleuve, puis le fleuve, il coule. Puis il nage avec le fleuve, qui est en avant de tout le monde, parce qu'il nage avec le fleuve qui coule.
Même si ça s'en va vers la chute du Niagara, on continue, fait que lui, il veut changer la population du Canada. Il veut changer la population du Canada. Oui, il veut carrément détruire le peuple québécois qui n'existe plus. Ouais. Il veut toutes sortes d'affaires. Fait que il a sorti ces affaires-là. Donc c'est un peu l'illustration, finalement, par la rectitude politique. On voit un peu cette décadence-là, morale, c'est arrivé avec l'indépendance au Québec. Manque de responsabilité. Ça. Il y a une dégénérescence. Exact. Une idéologie, quand c'est lancé, c'est bâti par des individus qui sont tout seuls, puis qui commencent à développer, puis ça, c'est faux ce que tu dis là, puis là, ils ramassent, puis là, ils éliminent tout le faux, puis ils prennent le vrai. Puis à mesure que ça évolue, ben là, ça rentre dans les intérêts, puis là, ça se tasse. C'est ça qui est arrivé avec l'indépendance. On en est rendu au Québec, le premier rempart contre le premier rempart du fédéralisme, c'est le Parti québécois qui promet de ne pas en parler pendant 2 mandats. C'est-à-dire le mandat de Couillard plus son premier mandat. Là, on se dit... C'est assez décourageant. Ben non, mais puis ils n'en parlent pas. Ils n'en parleront pas. Ils ne dépenseront pas une goutte de salive. Puis ils vont ils font comme l'a dit le gars, ils font des vidéos, pour les militants, pour les convaincre de travailler gratuitement, pour les exploiter, pour les tromper. Tout ça en étant indépendantistes. Parce qu'ils se sont fait tasser par de la propagande. Puis la propagande, c'est Hitler qui disait ça. Il dit la propagande, non, c'est pas de dire des mensonges, des mensonges, des mensonges, des mensonges, ça ne marchera jamais. Il met ça dans Mein Kampf, c'est dans Mein Kampf. Ils disent, on fait pas ça. La propagande, c'est dire la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, un mensonge. La vérité, la vérité, la vérité, un mensonge. Quand on peut vérifier, c'est vrai. Quand on peut pas vérifier, c'est faux. Alors, par exemple, les Juifs ont signé le traité de Versailles. Vrai. Pas tous des Juifs, il y avait des Juifs, une proportion normale de Juifs. Les Juifs contrôlent les entreprises en Allemagne. Alors, les Rothschild, c'était vrai, les banques. Les Juifs contrôlent la culture. C'est pas vrai, mais on vérifie. Il y avait Thomas Mann, il y avait un paquet de monde qui était juif. Mais c'est parce que des personnalités d'élite, finalement. Des qui étaient juifs, mais c'est simplement parce que ces gens-là sont peut-être plus assidus, plus... en tout cas, si on pourrait en parler, mais c'est un autre sujet. Là. La raison pour laquelle, je vais aller rapidement, la raison pour laquelle les Juifs sont si intelligents et qui ont produit 25% des prix Nobel du monde, alors que les musulmans qui sont 1,6 milliard en ont produit 3 ou 4, c'est vraiment massif, là, parce que les Juifs sont 15 millions en tout sur la planète. C'est pas parce que c'est des surhommes, c'est parce que c'est un peuple nomade, c'est un peuple éparpillé dans le monde qui prend les meilleures idées de partout puis met ça ensemble. En plus de ça, c'est des gens qui sont habitués de discuter la religion. Ils disent non, attends, là, ce qui est écrit là, dans les rois, là, c'est pas tout à fait la même chose. Puis ils discutent de ça dans leurs écoles, alors que c'est complètement interdit dans l'islam. Ils font d'analyse de texte. L'analyse de texte, mais ils s'ostinent. Alors, comme ils discutent des subtilités de leur religion, ben, ils n'ont même pas à respecter la religion dans le sens intellectuel. Mais là, ça finit par faire une façon de penser qui est complètement... Fait que tout ça mis ensemble, puis c'est des gens intelligents, puis... Fait que le résultat, c'est que ça fait beaucoup de résultats. Mais mon point, c'est... on est parti de quoi, là? Puis dans le moment là, on était sur Trudeau. Je voulais d'ailleurs vous ramener sur l'hymne national. Ouais, ben là, l'hymne national, c'est la même chose. Rendre ça neutre en anglais. Mais en français, c'est plus grave. En français, c'est impossible. Les langues latines sont des langues sexistes. Exact. C'est fait comme ça vient du latin. Puis il y en a beaucoup d'autres langues qui sont faites comme ça. Alors en français, il avait commencé à faire ça dans les années 70-80. Il changeait, notamment à l'Université du Québec à Montréal, il changeait tous les textes. Les étudiants et les étudiantes ont rencontré les professeurs et professeurs. Puis chacun, elles étaient enchantées entre parenthèses E, entre parenthèses S, puis un texte à illisible. Non, c'est ça, exact. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'ils font, ils ont arrêté de niaiser avec ces conneries-là. Ce qui est important, là, c'est la réalité. C'est pour ça que je parlais tantôt de dire des policiers noirs. Ça, c'est du racisme. Ce qui est important, c'est que les Noirs aient le droit d'être policiers. Ce qui est important, c'est que les femmes puissent avoir les jobs. Mais pas d'être égal devant la loi. Devant la loi, puis dans les faits, ça peut pas... Il y a quelqu'un qui a dit aux États-Unis, il dit, le racisme ou le sexisme, en fait, toutes ces affaires-là, c'est l'égalité des opportunités, pas l'égalité des faits. Que les femmes veulent être championnes de boxe contre Mike Tyson, ben je suis désolé, mais ils ne le feront jamais. Là. Non, effectivement. Puis aux Olympiques qui commencent bientôt, là, ils vont diviser les femmes et les hommes parce que les femmes, et je le répète, ont des performances physiques inférieures. On appelle ça de la science, quoi. Ben, mais par contre, attention, les femmes ont des résultats académiques supérieurs aux hommes. Et voilà. Il faut dire les deux choses. Quand on dit la vérité, il faut se tenir à la vérité pure. Alors, ce que je veux dire, c'est que en français, ce qu'ils font désormais, puis on a ça dans les documents du gouvernement, c'est le masculin dans les textes suivants. Le masculin n'implique aucune discrimination contre les femmes parce que la langue française est sexiste. Moi, je suis une personne. Je ne suis pas un person.
Je veux dire, à un moment donné, ça devient bête, là. La langue est faite comme ça. Non, ça, c'est une qualité, c'est une qualité de la langue française. Mais juste pour que tout le monde nous suive, là, par rapport à Trudeau, j'aimerais conclure là-dessus pour le premier segment de l'émission. Faut rappeler que Justin Trudeau, pas Justin Trudeau, pardon, mais le Sénat canadien a mis son sceau pour l'adoption d'une loi voulant modifier l'hymne national canadien. Donc, en anglais. Au Canada en anglais, bien sûr, qui est une traduction du Haut-Canada français. Mais ils veulent changer le mot leur fils, thy sons, par us all, nous tous. Donc, pour être plus inclusif, bien sûr. Mais bon, il faut quand même pas, en crachant au passage, à mon avis, sur tous les hommes qui sont allés mourir pour le pays. Mais bon, ça compte pas beaucoup parce qu'il faut que tout le monde soit bien à l'aise aujourd'hui. Il faudrait surtout pas offusquer. Je vais terminer. Qui que ce soit. Terminé très rapidement, Jean-Jacques Plantel. Parce qu'on a d'autres choses à on passe à la pause musicale et ensuite on commence avec la théorie. C'est ça. Essentiellement, l'hymne, vous avez dit tantôt, c'est une copie de l'hymne national. Non. Oui. Allez-y. Il a été réécrit au complet? Non, c'est que Basil Routier puis Calixa-Lavallée, quand ils ont fait le Haut-Canada, c'est à l'époque où le Canada, c'était les Canadiens français, c'est-à-dire les Québécois de souche. Bien sûr. Vous faites bien de le rappeler. Fait qu'ils ont fait, ils parlent du grand fleuve, ils parlent de nos héros qui se sont battus. Bon. Ton front est saint. C'est ça. Tandis que quand ils ont fait l'hymne national canadien, là, c'était Coast to Coast, et Pluribus Unum, entre ces affaires-là, là, c'était tout le... Fait que c'est les deux hymnes, vous comparerez, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont pareilles, là, je dis pas que c'est complètement différent, mais il y a les deux hymnes ne parlent pas de la même chose. Il y en a un, ça parle les grands Canadiens d'une côte à l'autre, puis les autres parlent du fleuve Saint-Laurent, du peuple québécois. Puis Basil Routier, puis Calixa-Lavallée, là, quand on va devenir indépendant, parce que je suis certain que ça va arriver, ils vont se retourner dans leur tombe quand ils vont se rendre compte que le Haut-Canada sert aux Canadiens anglais qui nous ont appauvris artificiellement pendant 250 ans. Ils nous ont marché dessus tant qu'ils ont. Puis que le Québec va prendre la chanson de... Comment est-ce qu'il s'appelle? Probablement qu'on va prendre la chanson de Mon pays, de Gilles Vigneault. Absolument. Juste très rapidement, je tiens à mentionner, puis ça peut vous intéresser. On peut peut-être... déborder un petit peu, là, tant qu'à ça, je pense que ça vaut la peine. Il y a un contentieux en ce moment entre l'Alberta et la Colombie-Britannique. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Oui, bien sûr. C'est pour par rapport au pipeline Trans Mountain, pour déboucher finalement sur le port de Vancouver. Bien sûr, la Colombie-Britannique en ce moment refuse, disons, d'accéder aux demandes de l'Alberta avec Mme Notley. Et là, l'Alberta menace de représailles la Colombie-Britannique. Ils n'achèteront pas leur vin. Et voilà, ils n'achèteront pas leur vin et ils ont aussi menacé de couper l'approvisionnement en pétrole du pipeline qui alimente bien sûr l'aéroport, la ville, ainsi de suite. Il semblerait que ça pourrait faire monter le pétrole temporairement, là, bien sûr, je crois, jusqu'à 2 $ le litre. L'Alberta... quand elle vend son pétrole aux États-Unis, elle le vend au rabais. J'ai en quelque part le chiffre, mais en tout cas, c'est de l'ordre de 30% au rabais. Parce que l'Alberta a un problème, c'est un pays enclavé. Puis c'est ça mon truc, moi, la géopolitique. C'est un pays enclavé qui n'est pas capable de sortir son pétrole. Et quand je dis tout le temps aux gens, ils voulaient faire passer le pétrole, le pipeline Énergie Est par Montréal. Le pipeline Énergie Est, à lui tout seul, était presque autant de pétrole que Keystone XL, plus ce qui traverse la Colombie-Britannique, le nouveau Northern Gateway. Ouais. Alors, les deux ensemble valaient moins que la quantité qu'ils voulaient faire passer par le Québec. Puis, il faut comprendre que l'Alberta, c'est à côté des Rocheuses, à côté de l'océan Pacifique. Ouais. Alors, ça coûtait moins cher de traverser tout le Canada avec le pétrole, de passer à travers le Québec gratuitement, que de passer par les... Pourquoi? Parce que ça coûte pas cher passer par le Québec. Le territoire québécois, la vallée du Saint-Laurent, ça vaut de l'or. Et ça rapporte de l'or. Mais pas au Québec. Au reste du Canada. Ouais, dont l'Alberta, donc l'Ontario et dont les Maritimes qui passent gratuitement à travers notre territoire où on a tout payé. Tout à fait. Alors, la chicane entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, c'est des chicanes de sous. Je pense qu'ils vont être obligés de payer la Colombie-Britannique s'ils veulent passer. Probablement. Le gouvernement fédéral a donné son OK.
Mais là, ils chicanent entre les deux, puis là, ils disent qu'ils vont changer les lois en Colombie-Britannique, les lois environnementales, de façon à ce qu'ils soient obligés d'attendre de bâtir le pipeline, que toutes les études soient terminées. Mais ça pourrait durer 2 siècles. Donc, l'idée, c'est des sous. Les Amérindiens veulent des sous. Tout le monde veut des sous parce que c'est beaucoup, beaucoup de sous, le pétrole. Puis nous, au Québec, on a bloqué le pipeline, on a bloqué le tube en métal, mais on n'a pas bloqué le pétrole, parce que le pétrole, il passe en train. C'est beaucoup plus dangereux, puis il passe en bateau, puis il passe en... Moi, je l'ai dit aux gens quand ils luttaient contre le pipeline, j'ai dit oui, il faut arrêter le pétrole, ou si on laisse passer le pétrole, il faut prendre des droits de passage en étant indépendant. Mais actuellement, c'est plus... Les compagnies ont raison, c'est la vérité, ça. Les compagnies, ils mentent beaucoup, là, pour vendre le pétrole, pour voler tout le monde. Mais ça, c'est vrai, les pipelines, c'est moins dangereux que passer en train. On l'a vu à Lac-Mégantic. Alors, au Québec, là, on s'est débarrassé du tuyau, mais on s'est pas débarrassé du pétrole qui passe. Oui, effectivement. Mais vous savez, ça me fait penser, moi, cette chicane-là, disons, là, entre interprovinces, ça me fait penser justement un peu à ce que vous dites, du fait qu'il y a, géographiquement parlant, il y a des choses qui sont immuables, on peut pas les bouger. Il y a des impératifs et des intérêts, bien sûr, entre les provinces, qui parfois sont irréconciliables. Donc, ça me fait beaucoup penser ce qui se passe en ce moment un peu au Québec, quand vous dites que les intérêts des Québécois, les gens qui habitent sur le territoire du Québec, géographiquement parlant, à un moment donné, la question se posera tôt ou tard et ça deviendra éventuellement intolérable. Puis vous le dites, même si c'était... C'est la partie que je veux traiter aujourd'hui, là, dans la deuxième partie. Bon, ben dans ce cas-là, on va tout de suite faire la pause musicale. D'accord, et après ça, on enchaîne là-dessus. Alors, chers auditeurs, en pause musicale, un de mes amis me rappeler cette belle pièce d'Offenbach, l'hymne à l'amour, avec Jerry au piano en live, et c'est bien sûr, je vous dis, c'est la dernière d'Offenbach au Forum. Donc, moi, ça m'a beaucoup plu et je crois que vous aussi. Alors, je vous laisse apprécier le tout. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, que mon corps frémira sous tes mains. Peu m'importe les grands problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Ben vous chantez bien, vous autres. J'irai loin de ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais.
On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu veux que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes. Dieu réunit ceux qui s'aiment, ceux qui s'aiment, ceux qui s'aiment, ceux qui Nous voilà de retour pour le deuxième segment, la dernière demi-heure de l'émission. Donc, nous parlons un peu plus théorie. Monsieur Nantel, vous vouliez nous parler ce soir de pyramide sociale. Qu'est-ce donc? D'abord, il faut dire que ce qu'on a fait là, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on a fait un peu de coq à l'âne. On va essayer de corriger ça là, à l'avenir. Je pense que ce serait ça la bonne idée. Ah voilà, alors, juste un instant, les micros étaient mal ouverts. Donc, pour la deuxième partie de l'émission, M. Nantel, la dernière demi-heure, nous enchaînons sur la théorie. Donc, vous vouliez oui, parler. mais c'est pas c'est de la théorie, mais moi j'aime bien la théorie appliquée. Là. Il y a une théorie, là, si les gens veulent la lire, là, qu'ils aillent voir mon livre, là, Vivre dans un univers qui s'éteint, sur Amazon.ca. On vous le montre encore une fois. Là où j'explique très bien, de façon la plus vivante possible, comment fonctionne la planète. Alors, ce qu'on a fait, il y a 2 émissions, parce qu'on avait commencé à 2 émissions, puis la dernière fois, on a dérivé sur autre chose. Et voilà. C'est pour ça que je dis qu'il faut commencer à être plus rigoureux pour être... Oui, ben c'est ça, je tiens à le dire aux auditeurs, hein, on est en train de comment roder. Dire, on est en train de roder, puis éventuellement, on va être capable de vous offrir un produit, disons, un peu plus serré, peut-être un peu plus condensé, mais bon, on est en train de se connaître. Ce qui est intéressant, c'est quand les gens voient qu'il y a des idées derrière ça, il y a une théorie, il y a de la vérité, il y a de la science derrière ça. Exact. Parce que ce que je dis, c'est pas basé sur de la propagande. Moi, je dis souvent que la propagande fédéraliste au Québec, c'est une pauvre chose. Parce que c'est vraiment pauvre là, au niveau théorique, là, c'est pas fort. Alors, la première émission qu'on avait fait, qui était plus sur le sujet, ce que j'avais dit, c'est qu'essentiellement, dans notre univers, l'énergie a tendance à se perdre, à se gaspiller, puis à s'éparpiller. Puis ça a toutes sortes de conséquences sur la vie, c'est-à-dire que les êtres humains sont toujours obligés de produire plus qu'ils consomment, parce qu'il y a toujours de la perte. L'univers est fait comme ça. Et ça, c'est un paquet d'influences sur la façon dont les gens bâtissent un pays, comme le Québec, par exemple. Mm-hmm. Alors, les gens ont tendance à éviter de monter des côtes pour rien. Ils préfèrent travailler sur le plat. Ils préfèrent pas se déplacer parce qu'ils veulent pas dépenser de l'énergie pour rien. Et quand ils travaillent en gang, quand ils travaillent en organisation, que ce soit une université, une usine ou n'importe quoi, ben, ils se mettent ensemble dans un centre, comme une ville. Alors, le résultat, c'est que même si la géographie, c'est n'importe quoi, c'est tout éparpillé, c'est fait n'importe comment sur la planète, les êtres humains s'arrangent quand même pour pas gaspiller leur énergie, puis ils suivent la géographie. Or, il y a certains pays, comme le Québec en est un bon exemple,
qui sont des cuvettes naturelles. Au nord du Québec, là je parle du Québec de base, là, où est la population, 80% de la population. C'est au nord, vous avez les Laurentides, au sud, vous avez les Appalaches, puis ça fait un pays naturel. À l'est, c'est isolé par le golfe du Saint-Laurent, puis à l'ouest, il y a un vide. Quand on va à Toronto, on traverse des champs puis des forêts. Ouais. Alors, il y a un pays naturel qui est au Québec, puis c'est le pays qui a créé le peuple. Et ce peuple-là existait. Il a existé dès la fondation du Québec. Puis il existait même avant, mais c'était des Amérindiens qui ont disparu à cause des épidémies, et non pas parce qu'on les a massacrés, contrairement à ce que les gens en pensent à cause de la propagande. Alors, le pays existe, puis quand un pays comme ça existe, ça finit par avoir des frontières. On met les frontières là où, dans le vide, là où il n'y a personne. Bon, dans le cas du Québec, c'est pas loin des Appalaches, c'est pas parfait, parce que les êtres humains suivent pas toujours le bon sens, mais ça demeure quand même que on est là, on existe. Et c'est, comme je disais tantôt, le Québec, c'est basé entre les Laurentides et les Appalaches, mais il y a un autre phénomène qui est extrêmement important pour le Québec par rapport au Canada, c'est le fait que l'océan Atlantique, il commence à Montréal et il commence à Saguenay au Québec. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un bateau puis descendre le fleuve Saint-Laurent sans rencontrer d'obstacles, puis vous allez vous rendre jusqu'au Brésil, en Chine, en Inde pour faire du commerce. Alors, le Québec est un pays commerçant. C'est un pays naturellement commerçant. Alors que le reste du Canada, il faut monter pour se rendre en Ontario. C'est pour ça qu'on disait le Haut-Canada dans le passé. Il y a 69 mètres entre le fleuve Saint-Laurent et le lac Ontario. Ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement important parce que c'est l'accumulation des petits profits. Alors, tout ce que vous faites pour développer une économie, si vous êtes obligé de monter 69 mètres à chaque jour, ça coûte extrêmement cher. Les gens ont juste à penser quand ils montent en marchant la côte Berry à Montréal ou n'importe quelle côte qu'il y a à Montréal, on évite de le faire parce que c'est épuisant. On arrive en haut, on transpire l'été, c'est désagréable. Alors les êtres humains le font systématiquement, puis c'est ça qui fait que les peuples sont créés par les pays. Alors le peuple québécois existe, il va probablement exister tant qu'il y aura des hommes parce que c'est un pays naturel. Et c'est un pays commerçant. Et curieusement, il n'y a pas de commerçants. Les Québécois de souche ne sont pas commerçants. Comment se fait-il? Plutôt paysans, à la base. On était paysans. Au début, oui, on était commerçants. Dans le temps, avant l'invasion de 1760, on était un peuple commerçant. Là, on faisait affaire avec les Caraïbes, on cherchait de la menace, on cherchait du whisky, on faisait affaire avec l'Europe. Champlain, je crois, a traversé, je pense, c'est plus que 10 fois l'Atlantique dans les deux sens. C'est-à-dire, les gens bougeaient beaucoup. 30% de la population du temps de Jean Talon, des hommes, allaient se perdre dans la forêt pour faire du commerce. Bon, on était un peuple commerçant. C'est l'invasion qui nous a enlevé ça. On s'est fait voler notre vallée du Saint-Laurent, et qui est extrêmement rentable, extrêmement profitable, mais qui ne profite pas au Québec, qui profite au Canada. Et quand les Québécois vivent au Québec, pour ne pas gêner le transfert du Canada anglais à travers le Québec, on construit 8 ponts. Il y a 8 ponts au Québec, très très hauts, pour laisser passer gratuitement des bateaux du Canada anglais. Évidemment, les 5 premiers servent aussi au Québec. Mais il en demeure pas moins qu'on paie toutes les dépenses et plus pour permettre à tout le monde de nous traverser gratuitement. Puis quand le pétrole explose à Lac Mégantic, c'est aux Québécois à payer, et on ne reçoit rien. Alors, on s'est vraiment fait avoir, là. Bon. Alors, pour continuer mon truc, un pays, quand ça s'installe, quand un peuple est créé, il se crée, comme d'ailleurs dans la nature, c'est une pyramide vivante. Tout le monde l'a vu, la pyramide, où vous avez beaucoup d'arbres, puis vous avez très peu d'herbivores, parce que les herbivores mangent les arbres, puis il y a tout le temps de la perte. Alors, ils mangent les plantes, pardon. Puis par-dessus les herbivores, vous avez encore moins de carnivores, parce qu'il y a encore de la perte. Alors, ça fait toujours une pyramide, ça, c'est dans la nature. Et c'est à cause que c'est une loi physique, c'est exactement la même chose pour une société. Alors, vous avez beaucoup de prolétaires, beaucoup de fermiers dans une société normale, là, je parle agricole. Par-dessus, vous avez des gens dans les villages, des forgerons, il n'y en a pas beaucoup. Au-dessus, dans la capitale avec le roi. Finalement, on aboutit en haut, c'est un roi. Bon, c'est ça. Alors, c'est une pyramide. Puis ça, c'est à cause des pertes d'énergie. Puis c'est parmi la géographie. Et une pyramide sociale, la raison pour laquelle on vit ensemble, on pourrait très bien s'assommer, c'est la loi de la jungle, supposément. On s'assoit, puis on se mange les uns les autres. Nos ancêtres faisaient du cannibalisme, on le sait. Alors, les gens disent, pourquoi ils n'ont pas continué à s'entretuer? C'est parce que un groupe d'êtres humains ensemble, c'est plus que la somme des parties. C'est plus que chaque individu donne. Quand on coopère, on augmente la richesse, on se met dans une ville, on fait descendre les matières premières des régions qui descendent la pente, les routes serpentent dans les montagnes, puis plus ils s'approchent des grandes villes, plus elles deviennent droites, plus elles deviennent plates,
Oui. Et puis, bon, alors puis dans les villes, ça sert pas à abriter les êtres humains, ça sert à abriter l'économie, pour que les gens soient proches, pour qu'ils puissent collaborer ensemble. Alors, tout le monde collabore ensemble, on se met sur une plaine, là où il y a de l'eau, où on peut atteindre l'océan, ça c'est Montréal, Québec. Et c'est les villes qui sont les mieux placées, qui sont les plus riches. Ça, c'est la situation normale. Mais c'est la situation qu'on a au Québec. La situation au Québec, au Canada, c'est que la richesse est en Ontario, en haut de la côte, dans le fond du continent. Alors que le Québec est la province la plus pauvre du Canada, alors qu'il contrôle le seul territoire absolument essentiel de tout le Canada. C'est par ici que passe la Transcanadienne, la voie maritime, les trains, etc. Bon. Si on veut aller au sud... Si on va aller au sud, c'est encore mieux. Montréal, il y a la vallée. Il y a la vallée du lac Champlain. Ouais. Ça se voit de l'espace. Ouais, j'ai montré. On va directement à New York. On va directement à New York. Toronto, pas ça. Ouais. Bon. Alors, tout ça pour dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Ça, c'est au Québec, la géographie s'oppose à l'histoire. Ou plutôt, c'est l'inverse. L'histoire s'oppose à la géographie. Normalement, dans un pays normal, à cause de ce que j'ai dit, tout va vers le plus facile. On accumule des profits en descendant la côte. Ouais. Alors, normalement, ça, c'est partout sur la planète. Les pays qui sont à l'intérieur des continents sont moins peuplés, moins riches, moins prospères que les pays comme le Québec qui ont un accès direct à l'océan. Pour Québec, là, c'est tout le Québec. Là, je parle du Québec de base. Bien sûr. Bon, alors, il y a vraiment eu quelque chose qui est arrivé au Canada. Ça, c'est l'histoire qui nous a obligés, pour des raisons purement démographiques. Vous aviez l'Europe qui était très peuplée et qui était peuplée et pauvre. Puis vous aviez l'Amérique du Nord qui est extrêmement riche, notamment parce que les Amérindiens mouraient d'épidémies. Il n'y avait plus personne. La forêt est en train de repousser partout, par-dessus les villages. Puis on les retrouve aujourd'hui en dessous des forêts, là, les anciens. Fait que quand les Européens ont débarqué, c'est un simple mouvement démographique. Comme d'ailleurs le mouvement démographique des immigrants présentement. Ils viennent des pays pauvres vers les pays riches. Ils ne viennent pas ici parce qu'ils nous aiment. Ils ne viennent pas ici parce qu'ils veulent nous payer nos pensions. Ils viennent ici pour s'enrichir. Ouais. Alors, les histoires, là, c'est des intérêts bien compris. Voilà, les êtres humains ont des jambes, comme tous les prédateurs. Les tigres, tout ça, on ne fabrique pas notre nourriture. On a des estomacs. Les plantes, elles, fabriquent leur nourriture avec leurs feuilles. Ouais. Alors, elles s'étendent sur le territoire, même dans les montagnes. Mais les êtres humains ont des prédateurs. On mange notre nourriture, on la vole aux plantes, on la vole aux animaux. Alors, le résultat, c'est que nous, on fonctionne en groupe, en équipe, dans un pays déterminé, le plus proche possible des océans. Et une ville comme Montréal, là, c'est là qu'est la croix. Quand vous prenez le petit train du Nord pour montrer, je l'ai fait en vélo, moi. Vous prenez le petit train du Nord pour montrer vers le Nord, là, vers Mont-Laurier, où on part vers le Grand Nord. Le petit train du Nord, il est plat. Vous ne montez jamais de montagne. Puis moi, ça m'est arrivé à un moment donné, j'étais avec des jeunes, ils ont dit, on va quitter le petit chemin du Nord, on va aller voir ce qui se passe, il y a un village, on est sorti. Ah là, c'est un enfer. Il y a des côtes partout, on s'est épuisé à monter des côtes parce que ils ont construit le petit train du Nord. Ça, c'est Curé-Labelle et toute sa gang. Ouais. Dans un terrain plat, ils ont trouvé une vallée plate. Alors, il y a une vallée naturelle qui part de Mont-Laurier, qui descend jusqu'à Montréal, qui continue jusqu'à New York. Puis vous avez l'autre croix qui vient de l'Ouest canadien, qui passe par la Transcanadienne, qui rentre à Montréal, qui continue vers l'Ouest, vers l'Est, vers les maritimes. Les maritimes, dans le sens inverse, remontent. Vous avez une autre route, la 401, qui va vers la péninsule ontarienne, qui passe au sud des Grands Lacs. Sur la rive nord des Grands Lacs, plutôt. Mais la Transcanadienne ne passe pas à travers Toronto. C'est une autre voie. C'est vrai, elle dévie. Qui dévie, parce que la Transcanadienne, elle vient d'ouest. Ouais. C'est un entonnoir qui vient de l'ouest, qui se concentre à Montréal. Alors, vous avez la Transcanadienne qui vient de l'ouest. Il n'y a personne au nord du lac supérieur. Personne. Vous avez ce qui vient de la 401, qui vient de la région de Toronto. Puis vous avez également la rive sud des Grands Lacs, qui va aux États-Unis. Il y a une route qui rentre directement au Québec. Alors, c'est un entonnoir qui rentre à Montréal. Puis à partir de Montréal, c'est la vallée du Saint-Laurent. Il y a juste une voie. Juste une voie maritime. À peu près, il y a plusieurs voies de train, mais enfin, c'est le principe. Là. Bien sûr. Une transcanadienne. Puis quand ça arrive dans les maritimes, ben là, ça s'ouvre à nouveau. Bon, fait que c'est des entonnoirs qui viennent vers le Québec. C'est un pays commerçant, le Québec. Puis ça, c'est à cause de la géographie, c'est à cause de la physique, c'est à cause des lois de l'univers. Bon, alors ce qu'on vit présentement au Québec, où on est la province la plus pauvre du Canada, alors qu'on contrôle le territoire le plus important, le plus essentiel, la seule voie d'entrée de sens est-ouest de tout le continent nord-américain. En Amérique du Nord, toute la géographie est nord-sud. La seule exception, c'est le fleuve Saint-Laurent. Le fleuve Saint-Laurent est tellement important qu'il est visible depuis la Lune. C'est le seul fleuve sur la planète entière où on voit l'eau, on voit le golfe, on le voit.
Puis la vallée du Saint-Laurent donne accès à la mer intérieure la plus grande du monde, les Grands Lacs, qui donne accès au continent le plus riche du monde, l'Amérique du Nord. Ça vaut de l'or. Clairement. Mais ça nous rapporte zéro. Pourquoi? Parce qu'on est envahi par des voleurs qui venaient ici pour nous voler, puis qui nous ont volés, puis qui nous volent encore aujourd'hui parce qu'ils nous payent toujours pas quand ça explose le lac mégantique, le pétrole. Bon. Voilà. Alors qu'on leur donne 50% de notre argent. Et ça, mais ça, on en rediscutera, il y en a beaucoup à dire là-dessus. Alors, tout ça pour dire que c'est la coopération qui fait que les peuples existent puis fonctionnent dans la paix. À Montréal, il n'y a presque pas de meurtre, il n'y a presque pas d'agression parce que les gens fonctionnent, puis on a des lois, puis on a une belle culture. Belle culture. En passant, belle culture. C'est pas vrai que les Québécois, c'est n'importe quoi. Non, c'est une belle culture. Puis on a réussi à se fabriquer un pays très riche dans un territoire au climat très dur. Ouais, assez ingrat, naturellement. Naturellement, puis en passant avec les Anglais sur le dos qui nous mangeaient la laine. Ouais. On a réussi à bâtir tout ça. Là. Bon, puis en tout cas. Maintenant, vous avez des peuples naturels. Le Québec, c'en est un bon cas. Ils n'ont pas réussi l'empire le plus puissant de l'histoire, l'Empire britannique, malgré sa volonté clairement exprimée dans des rapports, très, très bien déterminés par des chefs. Lord Durham, c'était le cousin de la reine Victoria. Ils voulaient détruire le peuple québécois. Ils n'ont pas réussi. Il y a des raisons à ça. On n'a jamais contrôlé notre pays. On n'a jamais contrôlé notre immigration. On n'a jamais contrôlé ce qui est à nous. Puis malgré tout, on est encore près de 80. On a baissé, là, on a 75%. Je pense entre 75 et 80. En fait, c'est probablement un peu en bas de 75. Moi, Moi, j'avais déjà calculé. J'avais calculé fort. Là. Moi, quand je calcule, j'essaye tout le temps d'être honnête pour pas me faire dire t'as fait de la propagande. Non, je calculais fort. Quand je calculais fort, j'arrivais à 73-74%. OK. Mais ils cachent. C'est caché dans les statistiques, ils ne veulent pas le dire. Combien est-ce qu'il reste de Québécois de souche? Parce que l'idée, c'est de détruire. Après, là, c'est détruit, c'est fini. Le seul moment où vous êtes certain que le Parti libéral fédéral, le Parti libéral québécois va exiger un référendum extrêmement urgent, c'est quand on va être rendu minoritaire. Bien sûr. Là, on règle le problème, vous avez perdu, vous avez 23%, bon, c'est fini, on n'en parle plus. Et voilà. Bon, mais c'est un net nocif. Alors, maintenant, il y a des peuples naturels, comme le peuple québécois, le peuple égyptien, des peuples qui existent, là, qui réapparaissent dans l'histoire. Vous détruisez tout, ça réapparaît. L'Égypte réapparaît, la Tunisie réapparaît, la France réapparaît, la Gaule antique. Le Québec, ça va tout le temps réapparaître parce que c'est la géographie. Puis ça se donne que les Laurentides, c'est continu, puis les Appalaches, c'est continu, sauf il y a la vallée de la Chaudière, mais il y a également la grande vallée la vallée dont on a parlé tantôt, qui se range que New York. Fait que ça reste, la croix est à Montréal, et pas à Toronto. Ouais. Donc, c'est pas nous la richesse. Nous, on est un peuple pauvre, entouré de riches. Tout est riche autour de nous. L'Ontario, c'est riche, entouré de pauvres. Le sud des Grands Lacs, c'est tout en décadence, ça va très, très mal. Bon. Alors maintenant, comment est-ce que ça s'est développé, tout ça? Comment ça se fait qu'on est arrivé là? Moi, je suis né n'importe où, n'importe quand. Je suis arrivé, puis j'ai découvert que j'étais un homme, j'étais un Nantel, j'étais Québécois, qu'on se faisait marcher ses pieds. J'ai découvert ça, moi. Qu'il y avait une deuxième guerre mondiale. Puis là, mon devoir, c'est de défendre ceux qui m'ont donné la vie, qui m'ont donné tout ce que j'ai. Alors, c'est pour ça que je le fais. Et c'est rétablir la justice. Ce qu'a dit Jean-François Lisée, dont on parlait tantôt, là, il ne faut pas toucher aux droits des anglophones, c'est de la foutaise. C'est un gars très brillant, ça. Vous savez, la sottise des gens brillants, c'est la pire. Parce qu'on se dit, comment est-ce qu'il peut dire une sottise pareille? Il nous vole depuis 258 ans, c'est ça. 258 ans de vol, de nous appauvrir artificiellement. Moi, j'aimerais qu'un généticien vienne m'avertir de faire une campagne, de faire une commission sur le racisme systémique. Moi, j'étais pour, mais le racisme systémique depuis 1760 et même depuis 1608, qu'on en parle des massacres qu'on aurait fait sur les Autochtones. C'est toutes des faussetés, on ne l'a pas fait, c'est nos chums. Bon. Alors, donc, on a la moralité de notre bord. On a la moralité de notre bord, puis on a la science. Je vous donne des éléments scientifiques. C'est la base. Quand vous voulez faire du commerce, utilisez l'océan. Nous, l'océan commence à Montréal. C'est nous qui l'avons. Mais c'est pas nous qui en profitons, c'est l'autre à côté. Puis l'autre à côté, il est riche entouré de pauvres parce qu'il a sa richesse à lui, plus la moitié de la nôtre. Puis nous, on se retrouve avec la moitié de la nôtre. Puis même ce qu'il y a au Québec, une grande partie est donnée aux anglophones. Puis Jean-François Lisée vient dire, non, il ne faut pas toucher leurs droits. Ils ont un droit acquis de continuer de nous voler pendant 100 millions d'années. C'est quoi ces folies-là? Bon, il faut se maintenir. Puis c'est ça que je dis aux gens. Quand on parle aux Noirs, aux immigrants, aux Asiatiques, aux Autochtones, parlons toujours de la question morale d'abord. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est beau, bon, bien, vrai, juste, acceptable, correct, moral, normal? C'est ça qu'il faut parler d'abord. Quand on a établi qu'est-ce qui est bien, là je l'établis au niveau scientifique, je vous le dis, là. Là on dit, là c'est clair qu'on se fait voler, là.
T'as compris qu'on s'est fait voler depuis 258 ans? Qu'est-ce qui te prend de voter non? Ouais. Est-ce que d'abord, c'est mal au niveau purement moral? Exact. Je parle des immigrants. Non? Et c'est pas leur intérêt non plus. On les a... En passant, s'ils font ça, c'est pas parce qu'ils sont méchants. Parce qu'on les a convaincus à force de propagande. Ouais. Puis parce que le Parti québécois, les indépendantistes ne présentent plus la vérité. La réplique, bien sûr. Alors moi, j'arrive avec ça, puis je leur rentre dedans avec ça, puis là, ils me disent, ben là, oui, t'as raison, mais bon, c'est parce que je ne sais pas, là. Bon. À un moment donné, il faut commencer à dire la vérité. Puis je dis ça aux gens, allez-y avec la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, également quand ça nous nuit. Tantôt, je vous ai parlé des hommes et des femmes. Oui. Je vous ai dit, les femmes, puis je le répète, ils ont des performances athlétiques inférieures, pas différentes, inférieures à celles des hommes. Voilà. Point. Un point, c'est tout, c'est ça la vérité. Mais elles ont des performances académiques supérieures aux hommes. Ah, mais je suis pas censé dire ça. Ah, ben non, ça nuit à mes intérêts. Fait qu'il faut pas dire ça parce que ça va nuire à mes intérêts d'homme. Puis c'est des conneries, tout ça. On se base sur la vérité. On dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Puis quand on a tort, on le dit. Puis quand le fédéral fait quelque chose, on le dit. On fait quelque chose de bon. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. Puis moi, je me gêne pas de le dire. J'ai vécu au Canada anglais, du bon monde. C'est du bon monde. J'ai vécu, j'avais des idées, mais puis quand je leur démontrais, qu'est-ce que je vous dis là? Ouais. Ils me regardaient, puis ben oui, ça c'est bon. On voulait jouer un tour. Ah, c'était tout un tour. Tout un tour. Ils nous gardaient pauvres, puis nous tassaient dans le coin, puis nous marchaient dessus, puis essayaient de nous éteindre, puis de nous détruire. Puis on fait ça aux Autochtones aussi. Puis là, Trudeau vient nous voir juste un truc en pleurant. Oh, on n'aurait pas dû. Ben, t'aurais pas dû, oui. Exact. Puis tu devrais pas essayer de détruire le peuple québécois non plus. Et voilà. Ceci étant dit... comme lui viendra pleurer peut-être dans 100 ans, 200 ans. Son petit-fils, peut-être? C'est ça. Mais tout ça pour dire que comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment ça se fait qu'un peuple existe? Les peuples, moi, comme je vous dis, je suis né n'importe où, n'importe quand. Mon peuple, on s'adonne à avoir une taille de 8 millions aujourd'hui. Bon, moi, quand j'étais petit gars, on était 5 millions et demi, 6 millions, mais là, on est rendu 8 millions. Comment ça se fait qu'on est né? Parce que je suis pas né dans une tribu. C'est parce que je suis né au 20e siècle. Bon. Alors, la façon dont l'humanité s'est développée, elle a passé par des révolutions. L'être humain, au début, c'était des singes. On était une espèce de singe. On a les mêmes. 98,7% de nos gènes sont les mêmes que les chimpanzés bonobos. Fait qu'on est très proche. Fait qu'on est une branche. On est sorti, on est en Afrique. Ouais. Puis au début, nos ancêtres, ils vivaient dans les arbres. Mangeaient des noix, des fruits, ce qu'ils pouvaient trouver. Puis ils avaient peur de se faire manger parce qu'on n'a pas de protection, nous. On n'a pas de crocs, on n'a pas de dents, on n'a pas de griffes. On n'est pas cerveau. Gros. Alors, on se cachait comme des singes. Puis là, il y a quelqu'un qui a inventé les premières armes. C'est-à-dire, on a appris à lancer des... les chimpanzés ne deviennent jamais bons à lancer des objets. Ils ont essayé de les entraîner. Ils n'ont pas l'épaule, je crois, pour... Ben, c'est l'épaule. Il y a un problème au niveau de l'épaule. En tout cas, c'est comme ça. Ouais. Parce qu'eux, ils se pendent aux arbres, puis les muscles sont pleins. Bon, nous, par hasard, probablement un hasard, l'évolution, on a appris à lancer des objets. Les principes des armes, c'est de laisser une distance entre l'animal et nous, de façon à ce qu'il ne puisse pas nous déchirer, parce que nous, on est de la viande directe. Ils nous poignent une mordée dans le ventre, là, ils partent avec de la viande. On meurt. Alors, on lance des pierres, on lance des objets, on prend des lances. Ça, c'est les premières armes. Nos ancêtres étaient des sédentaires dans la forêt. C'était des singes qui avaient un territoire, qui restaient dans les arbres. Puis là, quand ils ont inventé les arbres, c'est devenu des nomades, ils ont pu sortir, ils ont pu se promener entre les arbres. Puis là, ils ont commencé Là, au début, il y avait juste les noix, les fruits qu'ils mangeaient. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais là, je résume. Ils mangeaient des insectes, toutes sortes de choses. Mais pour l'essentiel, l'évolution de l'humanité a consisté à accumuler les sources d'énergie. Pas à remplacer les sources d'énergie, à les accumuler. On a continué, on mange encore aujourd'hui des noix, des fruits, toutes ces choses-là. On mange pas d'insectes, j'en ai mangé en Afrique, mais c'est pas courant. Ensuite, on a inventé les armes. Avec les armes, on peut tuer des animaux. On tue pas des fruits avec les armes. On tue des animaux. Puis on mange de la viande. Fait que là, on a accumulé, plus on a eu la viande en plus des fruits et légumes. On mangeait de la viande avant, mais beaucoup moins. Puis là, on a commencé à manger beaucoup plus de viande. La viande s'est accumulée aux fruits et légumes. Ensuite, on a découvert le feu. Ça a été la plus grande invention de l'humanité. Il y a eu avant le feu, après le feu. Ouais. Alors, le feu, ça permettait de faire fuir les animaux. Ça permettait de mettre le feu à la prairie pour que les animaux aient peur puis aient se jeter en bas d'une falaise, par exemple, ou se dirigent vers un piège, ou vers d'autres chasseurs qui étaient tapis pour les heurter. Bon, éventuellement, peut-être faire des pâturages. Pâturage, également, on pouvait rendre des cavernes viables. On pouvait surtout aller dans les autres continents, parce que maintenant, on a ajouté l'énergie du bois, à l'énergie des noix, l'énergie de la viande, plus l'énergie du bois, plus tout ce que le feu permettait de faire, notamment la cuisine. La raison pour laquelle la nourriture cuite sent si bon, c'est parce qu'on brise les atomes
pas les atomes, les cellules de la viande, puis des fruits, des légumes. Ça sent bon parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur qu'on va avoir. On détruit la frontière, puis on mange ce qu'il y a à l'intérieur, puis on jette les noix, puis on jette les carapaces, puis la peau des animaux, on mange la viande. Bon, alors, puis là, avec le feu, on a pu conquérir le monde. Mais ça restait des tribus. C'était le temps des tribus. Petite tribu de singes dans les arbres, petite tribu de singes qui se promenaient avec des armes, petite tribu autour du feu, parce que on était des prédateurs, on était en haut de la pyramide dont j'ai parlé tantôt, c'est une pyramide. Alors, on n'était pas nombreux. Mais on était partout, sur toute la planète, puis on remplaçait les super prédateurs, puis on les tuait. On tuait les tigres quand ils s'approchaient du campement, etc. Bon. Oui. Et là, il y a eu un phénomène très important, c'est l'agriculture, c'est les femmes qui ont inventé ça. Les femmes ont inventé l'agriculture, puis là, on a pu commencer à devenir des sédentaires. On était des nomades avant. On a commencé à être des sédentaires. Et c'est là qu'est parti le mouvement du centre des continents, parce que quand on est un prédateur, on va partout où il y a de la nourriture. On monte des montagnes, on court après un chevreuil pendant 50 km, qu'est-ce qu'il soit. Parce qu'on blessait l'animal avec les armes, il se mettait à saigner, puis là, on suivait la trace de sang. Fait qu'il s'affaiblissait, puis on était des coureurs de fond. C'est pour ça qu'on n'a pas de poils, apparemment. Oui, on est en Afrique. Puis ça permettait de transpirer. Alors les gars, c'était des coureurs de fond. On est fait comme des coureurs de fond. Ouais. Fait qu'on courait après l'animal, on suivait la trace de sang, puis à un moment donné, on le poignait, puis là, on le découpait, on promenait la viande au campement. Bon, ça, c'est la théorie, mais ça a l'air assez bon, là, comme c'est assez solide. Ouais. Alors là, l'agriculture, c'est que quand on est agriculteur, on reste sur place, puis là, on monte pas dans les montagnes pour rien. Bien sûr. Fait qu'on s'installe dans les... Puis là, il y a un mouvement qui commence, démographique, où les gens descendent du centre des continents. Pour être plus précis, c'est que pas tellement que les gens descendent du centre des continents, c'est qu'ils font plus de bébés quand ils sont agriculteurs dans les plaines que ceux qui sont dans les montagnes. Dans les montagnes, il reste des éleveurs. Eux autres, ils viennent nous vendre leur viande qu'ils ont produit, puis nous autres, on leur donne le blé. Mais c'est pas simple comme ça, là. L'agriculture, ça a pris beaucoup de temps à développer. Ça a commencé par simplement exploiter ce qui existait dans la nature. Puis là, les femmes ont compris que si on plantait les gros grains, ça donnait des gros grains. Puis si on gardait tout le temps les plus gros grains, on finissait à avoir des épis de maïs extrêmement longs. Donc, une sélection artificielle. Sélection artificielle qu'on a créée. C'est toutes des animaux et des plantes anormales qu'on mange. Parce qu'on les a déformés. Le chien est déformé, le chat est déformé. L'OGM avant le temps. C'est ça. Mais ça a un temps énorme. Bien sûr. Alors, l'agriculture a permis à l'être humain de devenir beaucoup plus nombreux et toujours dans les bas de pente. Dans les plaines, parce qu'on fait ça. Comme à Montréal. Comme à Montréal, autour de Montréal, c'est un bon exemple. Le Québec est un très bon exemple. Les terres sont autour de Montréal. Il y en a dans Saint-Jérôme, tout ça, mais c'est en train de mourir, là, il n'y a presque plus rien. Parce que le climat est pas bon, mais il n'y a également pas de plaine. Alors, là, les populations ont commencé à augmenter. Là, c'est devenu des peuplades. C'est-à-dire qu'au début, c'était autour des ruisseaux. C'était petit, c'était très long à développer l'agriculture. C'est pas évident, là. Ça tombe pas du bon sens. Il faut tout faire ces développements-là, changer les espèces, s'habituer aux épidémies. Il y a plein de choses à faire. À choisir les terrains, comment est-ce qu'on l'exploite, comment est-ce qu'on fait pour mettre de l'eau. L'irrigation, ça commence, ça prend des outils, il faut les inventer. Bon. Ouais. Alors, ça a été très long. Puis là, c'était des peuplades éparpillées. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu la révolution urbaine. Là, les êtres humains ont appris à produire suffisamment en agriculture pour pouvoir avoir des surplus et créer des villes. Puis là, dans les villes, là, c'est de l'intelligence. Les gens se sont mis à penser, notamment à penser pour le militaire, puis ils ont commencé à regrouper les peuplades. On sait que c'est arrivé partout, c'est arrivé comme ça tout le temps. Ça commençait des petits peuples autour de petites villes, des États-nations. C'était plutôt pas des États-nations, c'était des villes. Des cités-États. Des cités-États, vous l'avez. Puis là, on regroupe ça. C'est arrivé en Égypte, à Sumer, chez les Mayas, en Chine, c'est le temps comme ça. Alors là, on regroupe ça dans des pays. Là, c'est des peuples qui sont créés. Puis là, évidemment, les gens se mêlent. Puis évidemment, c'est dans les plaines. Comme je disais, c'est le territoire qui fait qu'il y a des pays naturels. Il y en a d'autres, des pays artificiels. Le Canada, c'en est un. C'est un grand pays allongé, toutes sortes de climats différents, avec des montagnes rocheuses qui coupent la Colombie-Britannique, de l'Alberta. En fait, tout est comme ça, c'est tout sectionné, c'est tout en petits motons, c'est un pays artificiel. Ouais. Tandis qu'il y a des pays comme l'Égypte, c'est un pays naturel, le Québec, bon. Alors là, vous avez un peuple qui se crée, puis là, on continue d'évoluer, puis là, il est arrivé, là, ça fait pas longtemps, la révolution industrielle. Ouais. La révolution industrielle, ça, c'est, on prend l'énergie qui est additionnée. Quand j'ai parlé de la révolution urbaine, tantôt, c'était la première révolution de l'information. C'était la première fois où les gens se mettaient à échanger entre les peuplades des bonnes idées. Fait que là, ça faisait une révolution urbaine. On inventait du métal, le cuivre. On inventait un tel vend du silex. On va prendre plutôt du cuivre. On va prendre de l'étain. Fait qu'on développait ça. C'était une révolution de l'information.
on additionne ça s'additionne à tout ce qu'on disait tantôt, là. Les noix, plus la viande, plus le feu, plus l'agriculture, plus la révolution. Puis là, la révolution industrielle, là, on a ajouté l'énergie qui venait du sol, le pétrole, le gaz, le charbon. C'est avec ça qu'on a fait la révolution industrielle. On a ajouté. Puis là, ce qui se passait, c'est que c'est de l'énergie qui a été accumulée pendant des millions d'années. Ça vient du Trias, puis c'est très très loin, 200 millions d'années dans le passé. Bien sûr. Alors, on a ajouté une énergie énorme, puis là, ça a fait un boom. Puis là, la révolution industrielle, ben là, vous agrandissez l'ère de coopération. C'est pour ça qu'ils créent l'Europe, que la Chine, c'est un pays-continent, l'Inde, c'est un pays-continent. C'est-à-dire qu'avec des voies ferrées, puis avec des camions, puis des voitures, vous mettez tous les peuples qui habitent, qui restent dans des pays naturels, les mettez ensemble, puis là, ça commence à vivre tout pareil. Ouais. Fait que là, vous avez la tendance à créer de plus grands ensembles, des empires, puis mais des empires qui sont tout croches, parce que les êtres humains, ils savent pas ce que je dis là. Ouais. Ça, moi, j'ai développé ça, là, mais les gens ne savaient pas. Ça se fait de façon plutôt empirique. Empirique, puis logique, faire des sous. Parce que quand vous rentrez dans un pays comme le Canada, la raison pour laquelle le Canada s'est développé d'est en ouest, parce qu'il y avait de la richesse dans les montagnes. Ils ont été la chercher, ils ont des jambes, les êtres humains. Encore aujourd'hui, les immigrants, ils rentrent, passent par le Québec pour aller dans l'ouest, pour devenir riches. Ouais. Mais quand vous êtes installé dans le pays, en Alberta, par exemple, ben vous vous amusez pas à sauter par-dessus les rocheuses pour aller voir votre blonde. Vous prenez une blonde dans la plaine, à côté. Puis ça devient un pays. Parce que là, vous commencez à suivre la géographie. Fait qu'au début, oui, c'est sûr que les êtres humains courent à gauche, à droite, mais à un moment donné, ils s'établissent. C'est une question de proportion. Les gens finissent par vivre dans leur pays naturel. Le pays crée le peuple. Bon, maintenant, quand vous développez la révolution industrielle, c'est même que c'est développé toute l'Amérique du Nord, c'est des voies ferrées qui passaient à travers, parce que la géographie en Amérique du Nord est nord-sud. Alors, les voies ferrées passaient, les routes, tout passait par-dessus les accidents géographiques à travers perpendiculairement au Mississippi, qui est nord-sud, perpendiculairement aux Appalaches, perpendiculairement parce qu'elle a cherché la richesse. Ouais. Mais quand la population est installée, ça est devenu très importante, 330 millions dans le cas des États-Unis, bien là, les gens ils veulent faire le maximum de profit, puis se mettent à suivre les axes géographiques. Là, les pays naturels se recréent. C'est la géographie qui gagne. L'histoire finit par perdre. Au début, l'histoire s'oppose à la géographie. Mais à la fin, l'histoire suit la géographie. C'est ça qu'on s'en va au Québec, là. C'est un pays naturel. Puis quand c'est plein, là. L'Amérique du Nord est plein. Si on augmente encore la population en Amérique du Nord, la richesse tombe. C'est ça qui arrive depuis 30 ans à peu près. Depuis les 30 on sait qu'au Québec, c'est à peu près 4 milliards de dollars par année que ça coûte là, l'immigration. Oui, mais ça, c'est le coût d'immigration, c'est vrai en passant. En passant, les immigrants sont plus instruits que nous, ils sont plus éduqués, ils parlent plus de langues, sont plus entrepreneurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne coûtent pas cher, parce qu'ils ne sont pas adaptés. Bien sûr. Alors, si vous prenez à moins 40 dans les rues, je le fais, moi, on dirait qu'il y a des Québécois de souche à Montréal. Parce que nous, on est adaptés culturellement, pas eux. Puis ils viennent ici pour s'enrichir. C'est pour ça qu'ils ne restent pas. Ils foutent le camp. Ils restent ici 2 semaines, 2 mois, 2 ans, 20 ans, 2 siècles, foutent le camp. Alors, le résultat de ça, dans le cas des Anglo-Québécois, c'est qu'ils sont tous tassés sur la frontière ouest du Québec, comme s'ils attendaient de sauter sur le cheval et s'en aller. Ben, ils sont pas restés à Québec. En 1832, la ville de Québec a reçu 52 000 immigrants. 52 000. 1832. Je ne vais pas parler de 1932. 1832. La proportion est énorme. Ils sont pas restés. Ouais. Des Irlandais ont foutu le camp. Bon. C'est que les gens, ben, avaient des jambes, puis ils montaient vers l'ouest, vers la richesse. Maintenant que c'est fini, ça, que l'Amérique du Nord est pleine, là, ils essayent de faire venir beaucoup d'immigrants pour nous noyer, mais moi, je dis ça ne marchera pas parce qu'ils vont continuer de partir parce que la richesse est dans l'ouest. Le pétrole est dans l'ouest. Vancouver, c'est dans l'ouest. La Californie, c'est dans l'ouest. Toronto, plus riche que Montréal, vont partir vers l'ouest. Alors, quand ils vont arrêter l'immigration, ça s'en vient bientôt, là, l'économie va commencer à couler dans le sens inverse, normal, pour accumuler de la richesse dans les basses terres, c'est au Québec, ça. Oui. Donc, l'indépendance va se faire, parce que c'est payant, l'indépendance. Alors, quand vous avez fini la révolution industrielle, vous avez une tendance à créer de grands pays, de grands ensembles, ce qui ne fait pas disparaître les peuples, ce qui ne fait pas disparaître le lac Saint-Jean, ce qui ne fait pas disparaître les familles ou les individus. Chacun garde son domaine. Les révolutions dont je parle, l'augmentation de l'énergie, ne fait pas disparaître la géographie. Le lac Saint-Jean a un nom, même si ça n'a pas de réalité géographique. Au Canada, les maritimes ont un nom, même si ça n'a pas de réalité politique. Parce que c'est clair, c'est évident, les maritimes existent. C'est évident que les prairies existent. Mais ça n'a pas de. Il n'y a pas de comté des prairies. On sait que les prairies existent, on sait que les territoires du Nord. C'est des réalités géographiques qui s'imposent à l'histoire. Puis à un moment donné, l'histoire est obligée de suivre.
Fait que c'est pour ça que l'indépendance du Québec est inévitable, même si on remplaçait les 8 millions de Québécois par des Martiens. Oui, c'est ça. Parce que c'est de la géographie, on accumule l'énergie, on accumule la richesse, puis la croix de route est à Montréal. C'est là que c'est censé être les grosses usines, puis bon, tout. C'est pour ça que l'indépendance, c'est quelque chose d'inévitable. Par-dessus la révolution industrielle, maintenant, vous avez eu la révolution de l'information. Au cours des dernières années, au cours des derniers 20 ou 30 ans, en fait, depuis le 19e siècle, là, avec l'invention du télégraphe, puis du téléphone, tout ça. Oui. Puis là, on a appris à donner toute l'information qui venait de partout, on l'a mis en commun. Ce qui fait que tous les pays prennent ce qui est bon. Nous, on est un pays froid, c'est différent du Sahara. On a développé notre technologie en fonction de la nouvelle. Puis là, tout le monde se met à communiquer. Là, c'est la mondialisation. Alors nous, pour terminer avec ça, oui. Au Québec, on a raté l'époque de l'État-nation, oui. l'époque de l'agriculture, parce qu'on s'est fait envahir par les Anglais. Puis là, on reçoit les influences du monde industriel, oui. cette énergie-là, plus l'énergie de l'information. La révolution de l'information, c'est une autre révolution intellectuelle qui sauve de l'argent en économisant. Oui. On a tout mis ça ensemble, et le Québec, pour terminer, oui. reste un pays naturel qui est influencé par des choses qui viennent de l'étranger, puis qui, évidemment, nous nuisent, parce qu'on est contrôlé par un autre peuple. Donc, on parlera de tout ça une autre fois. Voilà. Donc, on est assis entre deux chaises. Oui, puis on n'a pas terminé. On n'a pas passé sûr. par une étape historique. L'histoire n'a pas été vaincue par la géographie au Québec, mais ça s'en vient. Très intéressant. Beaucoup d'espoir dans ce que vous dites. Alors, chers auditeurs, on finit sur les chapeaux de roue comme on a commencé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine. Et bien sûr, ne manquez pas le Journal du soir avec François Saint-Louis.